Je m'appelle Bernard Guay. Pour ceux qui ne le sauraient pas, mais ça commence à se savoir, je suis le cousin de Philippe, de Rémi et de Kini. Voilà. Donc, j'habite pas loin, j'habite à Rions. Et donc, je suis vraiment très content de participer à ce deuxième Café Philo parce que je trouve que l'initiative de Rémi et de Philippe me paraît extrêmement enrichissante et très valorisante pour le milieu rural. Et je trouve cette initiative vraiment très positive. Et je vais vous demander d'abord, si vous n'êtes pas inscrit sur la Maroutine, de le faire dès ce soir. Parce que quand même, il y a des gens là qui le savent et qui ne l'ont pas encore fait. Donc il faut le faire. Et puis je vous propose d'applaudir très chaleureusement Rémi et Philippe pour cette initiative que je trouve vraiment excellente. Alors voilà, donc moi je suis médecin généraliste, donc j'habite à Rions. Alors je ne suis pas comme Rémi, je ne suis pas un enfant du pays, je suis né à Arcachon. Alors, bon, vous allez dire, on peut faire pire, mais bon. Mais quand même, mon père est né à Langoiran, ma mère à Tabanac, donc je suis, effectivement, j'ai pas mal de relations et de familles dans le coin. Et lorsque j'ai fini mes études médicales et que j'ai envisagé de m'installer pour pratiquer la médecine, je me suis dit, d'abord, je voulais travailler en milieu rural. Et donc, je suis revenu aux sources, je suis revenu voir dans le coin. Bon, à Langoiran, ce n'était pas le cas, mais bon. Finalement, j'ai atterri à Rions, il n'y avait pas de médecin. Et je me suis installé à Rions. Donc j'ai pratiqué la médecine générale pendant 25 ans à Rions. J'étais tout seul au début, puis après j'ai créé un cabinet de groupe avec 2 médecins, 3 infirmières. Et puis j'ai donc pratiqué la médecine générale, mais parallèlement, effectivement, j'ai eu une activité universitaire, non pas par carriérisme, mais parce qu'à l'époque, la médecine générale n'était pas une discipline universitaire. Le paradoxe, c'est que la médecine générale était enseignée par des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans un cabinet de médecine générale et que ça a agacé un certain nombre d'entre nous. Et donc, voilà, je me suis inscrit dans cette dynamique universitaire et j'ai fini par être nommé un des premiers et un des rares professeurs titulaires de médecine générale à l'université, à un moment où la médecine générale est devenue une discipline universitaire. Et donc là, bien sûr, il a fallu faire les choix parce que ça devenait un peu compliqué de conjuguer mes activités de soins à Rions et mes activités universitaires. Donc là, j'ai quitté Rions et je me suis installé dans une maison de santé à La Réole. C'est une maison de santé pluriprofessionnelle. Alors, outre le fait que ça me facilitait la tâche pour mon activité de soins, c'était aussi un rêve un peu de travailler dans ces nouvelles structures qui sont, de mon point de vue, l'avenir de la médecine générale en France. Mais ça, c'est un autre débat qu'on n'abordera pas ce soir. Donc voilà, rapidement, mon cursus. Et donc, quand Philippe et Rémi m'ont proposé d'intervenir, à l'époque, on n'était pas encore dans la problématique ou dans la polémique actuelle du remboursement ou du déremboursement de l'homéopathie. Donc, on m'a dit, tiens, on va parler de médecine pensée magique, médecine alternative. Voilà. Et puis, tout d'un coup, l'actualité nous a un peu rattrapés, mais pourquoi pas, finalement, parler, effectivement, même si le sujet est un peu polémique actuellement, de ce rapport entre médecine et pensée magique. Je précise tout de suite que je n'ai pas de lien d'intérêt particulier, en particulier avec l'industrie pharmaceutique, mais quand même, je dois vous avouer que j'ai un lien idéologique avec la tribune dont vous avez sans doute entendu parler dans la presse sur les fake médecines qui a déclenché toute cette polémique sur le déremboursement de l'homéopathie, et je suis signataire de cette tribune. Donc voilà, c'est clair. Médecine et pensée magique, ce n'est pas quelque chose de nouveau, finalement. J'ai retrouvé dans la littérature, en 86, déjà, un auteur qui avait parlé médecine, magie et pensée magique. D'autres auteurs, effectivement, ont abordé la question aussi sur l'évolution de la médecine depuis l'Antiquité, médecine magique, puis religieuse, et puis médecine rationnelle, et depuis, effectivement, Hippocrate, une médecine un peu plus scientifique. Donc, effectivement, il y a bien une antériorité sur ce sujet. Donc je vais rapidement faire une petite introduction, mais d'abord, bien sûr, vous pouvez m'interrompre à tout moment et intervenir si vous le souhaitez. Et l'idée, c'est juste
une dizaine de diapos pour introduire le débat, mais encore une fois, l'intérêt, c'est de pouvoir discuter ensemble. Le problème qui nous a amené à se poser cette question, c'est cette espèce de paradoxe là qu'on ressent entre une médecine moderne, hyper sophistiquée, technique, dont on nous parle à la télé tous les soirs et qui fait des miracles et qu'on dit extrêmement performante, et puis d'un autre côté, on voit bien effectivement que les patients, ils ont recours à des ressources parfois un peu moins scientifiques. Donc il y a une espèce de paradoxe là que j'ai cherché un peu à expliquer. Alors, probablement que les excès de la médecine moderne ont une part de responsabilité dans cette espèce de quête que les patients peuvent avoir d'une médecine un peu plus humaine, un peu plus douce, et ce qui explique probablement la multiplication de ces thérapeutes en tout genre qui proposent différentes techniques plus ou moins éprouvées. C'est un état de fait, c'est un constat qu'on va essayer d'expliquer, sur lequel on va essayer de réfléchir. Et ce que je vous proposerai pour terminer, c'est de dire qu'il y a peut-être une autre alternative qui consisterait à se dire, effectivement, est-ce que moi-même, je ne suis pas un peu responsable de ma santé? Est-ce que je ne peux pas avoir un effet positif de par moi-même par rapport à mon état de santé? Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, les excès d'une médecine très technique. Je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez tous les scandales sanitaires. J'en ai listé quelques-uns ici, on pourrait allonger la liste. Ça remonte à très loin. La Depakine qu'on donnait, le Distilben qu'on donnait chez les femmes enceintes pour éviter les accouchements prématurés, ça a donné des malformations dont les enfants de ces patientes ont encore les conséquences. L'hormone de croissance, je ne vous fais pas un dessin, la maladie de la vache folle, le sang contaminé avec le sida. Plus récemment, le Mediator avec les effets indésirables graves qui ont été signalés. Et encore plus récemment, la Depakine pendant la grossesse. Bon, tout ça, effectivement, ça a semé un peu le doute dans l'esprit des patients qui se sont dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est cette médecine moderne là qui nous dit je vais tout résoudre et qui finalement aboutit à des pratiques un peu douteuses. Donc le doute s'installe petit à petit sur les vaccins, toutes les polémiques sur la résistance et les anti-vaccins. Les médicaments contre le cholestérol, les fameuses statines dont on a dit que ça servait à rien, qu'il fallait arrêter d'en donner, etc. La lévothyroxine récemment, avec le nouveau dosage qui a créé des polémiques. Le dépistage systématique du cancer du sein dont on dit que finalement il ne serait pas aussi efficace que ça. La maladie de Lyme avec les prescriptions d'antibiotiques au long cours dont on ne sait pas trop si effectivement elles sont justifiées. Alors, face à ça, il y a effectivement une multiplication de pratiques de soins dites non conventionnelles. Alors, il y a plusieurs façons de les appeler, médecine alternative, complémentaire, médecine douce. Le ministère de la Santé, dans toute sa sagesse, dit qu'il vaudrait mieux parler de pratiques de soins. Parce qu'a priori, quand on parle de médecine, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait des études pour faire un diagnostic et prescrire un traitement. Ce n'est pas toujours tout à fait le cas dans les pratiques de soins dont on va parler. Donc, il y en a une quantité énorme, 400 recensés par l'OMS. C'est énorme. Alors, je ne vous ai pas fait la liste, parce que mais c'est très important. Alors, il y a 4 types de pratiques qui ont été identifiées. Les aspects plutôt biologiques, avec des produits naturels issus de plantes, de minéraux, d'animaux. Les pratiques plutôt de techniques manuelles, type ostéopathie, chiropraxie et autres. Les thérapeutiques du corps et de l'esprit, hypnose, sophrologie. Et puis les approches qui proposent sur des théories propres à chaque pratique, homéopathie, acupuncture. Et quand même, le chiffre est assez important, et c'est l'Ordre des médecins qui le dit, 40% des Français auraient utilisé au moins une fois dans leur vie une de ces pratiques de soins non conventionnelles. Donc c'est quand même une vraie réalité. Donc si on regarde, je vous ai fait un petit nuage de mots là pour illustrer tout ça, mais effectivement, la liste est très longue, et on voit bien que tous les jours, si vous regardez Internet, vous trouvez une nouvelle technique, quelqu'un qui a inventé une nouvelle approche pour traiter certaines maladies. Alors, qu'est-ce qui différencie les pratiques dites conventionnelles des pratiques non conventionnelles? Et la différence, c'est que la médecine conventionnelle, elle s'appuie
sur des traitements qui ont été validés. Alors validés soit par des essais cliniques, avec des procédures très rigoureuses, soit quand il n'y a pas suffisamment qu'il n'y a pas eu suffisamment d'études, soit par des consensus de professionnels, et ce qu'on appelle un consensus professionnel fort, c'est-à-dire que l'ensemble de la communauté médicale s'est mis d'accord, même si les preuves n'étaient pas toujours suffisantes. Les pratiques de soins non conventionnelles, elles n'ont pas fait l'objet d'études scientifiques, ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'études, ces études n'ont pas été concluantes. Et en particulier sur les pratiques de soins non conventionnels, j'essaie de recenser un petit peu. Alors vous savez que la HAS va donner son avis demain. On est vraiment au cœur de l'actualité sur le déremboursement ou non de l'homéopathie, non pas sur le principe, mais sur l'existence d'études suffisamment valides pour justifier ou non le remboursement. Mais si on regarde dans la littérature, vous avez la Cochrane Collaboration, c'est vraiment le must de la synthèse de l'information scientifique dans le monde, qui recense toutes les études publiées, les analyse, dit si la validité méthodologique est suffisante, et fait une synthèse des résultats. Et là, clairement, 598 études, pas de résultats positifs. La British Medical Association a fait une étude qui s'appelle Alternative Therapy. Alors c'est amusant parce que c'est le prince Charles qui avait demandé cette étude, parce que le prince Charles est, paraît-il, très amateur de thérapie non conventionnelle. Et donc il avait demandé pour valider ça. Le problème, c'est que Alternative Therapy n'a montré aucun résultat positif. Donc on ne sait toujours pas si le prince Charles continue à prendre ses granules, mais bon, c'était négatif. Le National Center for Complementary and Alternative Medicine, au sein du National Institute of Health, a lui aussi fait des études assez nombreuses et qui ont été négatives. Ce qui est intéressant, c'est que le National Center, il est financé par les gens qui produisent des médecines non conventionnelles, des thérapeutiques non conventionnelles. Donc, il y avait quand même un intérêt à ce que ça marche. Eh bien, ils n'ont pas trouvé de résultats positifs. Et pour ce qui concerne la France, l'INSERM a fait une évaluation des thérapeutiques alternatives qui était peut-être plus nuancée parce qu'ils ont pris systématiquement chaque pratique de soins et ils ont trouvé sur certaines des effets positifs, en particulier sur l'hypnose. Mais globalement, ce qui ressort quand même, c'est qu'il n'y a pas de preuves solides sur l'efficacité de ces thérapeutiques. Et juste un élément, parce que c'était un élément qui a fait polémique dans la fameuse tribune Fake Medicine dont je parlais tout à l'heure, c'est que l'Ordre des médecins, dans l'article 39, dit clairement que, effectivement, on ne peut proposer un remède que si, effectivement, il a été suffisamment validé ou éprouvé. Et alors, il a cette phrase qui a fait polémique, c'est que si ce n'est pas le cas, toute pratique de charlatanisme est interdite. Alors évidemment, ça a fait bondir, en particulier les homéopathes, mais bon, ça c'est le texte. Après, effectivement, on sait très bien que l'Ordre des médecins a toujours une attitude un peu ambiguë. Donc, vous allez me dire, et tout ça, bon, d'accord, la médecine dure d'un côté, la médecine douce de l'autre, mais la pensée magique dans tout ça. Eh bien, la pensée magique, la psychologie suggère que c'est une tentative d'échapper à l'angoisse de l'inconnu. Mieux vaut être dans l'erreur que dans l'incertitude. Donc, effectivement, et ça, c'est quelque chose qu'on a tous. Alors, moi, je suis médecin, donc je l'ai un peu moins pour la médecine, mais la pensée magique pour l'automobile, je l'ai, comme vous sans doute, parce que je n'y connais rien en automobile, et parfois, je me dis des trucs. J'ai ma voiture qui ne fonctionne pas et je m'imagine que je peux régler le problème, alors que, effectivement, ce n'est pas le cas. La croyance dans le pouvoir de la pensée en tant que moteur immédiat pourrait donner une impression de contrôler ou de fournir une explication a posteriori en établissant un lien de causalité entre deux événements indépendants afin d'en soustraire par avance l'angoisse suscitée par son éventuelle réapparition. On est toujours dans le problème de l'angoisse. La pensée magique, ça permet de fuir un peu, de canaliser un peu son angoisse. Et Derek Bolton disait que la pensée magique, c'est l'explication de phénomènes réels par des causes irrationnelles. Je trouvais cette façon de parler de la pensée magique intéressante. Alors,
pensée magique, alors je suis désolé de la longueur du texte, mais il suffit de lire simplement la première ligne de chacun des items. La pensée magique amène la personne à être déconnectée d'elle-même, alors que la pensée positive amène la personne à être présente à elle-même. Je pose juste le débat là. Donc vous avez compris, j'oppose un peu pensée magique à pensée positive. Et vous l'avez compris aussi, je suis plutôt partisan de la pensée positive. Mais bon, voilà. C'est juste pour poser le débat. Alors, les médecines magiques, et on va revenir au débat, ce que disent effectivement les gens assez branchés, c'est que, est-ce que ça marche? Oui, quelquefois. Est-ce que cela marche pour des raisons spécifiques invoquées? Non, jusqu'à plus ample informé. Pour l'instant, on n'a pas d'explication. Le fait d'y croire ne prouve pas que ça marche. Mais par contre, le fait que ça marche, car ça marche indéniablement quelquefois, ne prouve pas que cela marche pour toutes les raisons que les thérapeutes invoquent. Je vais terminer là-dessus et ouvrir le débat. Encore une fois, moi, j'ai toujours la même interrogation, comme je l'avais au début, et même après avoir travaillé la question, c'est cette espèce de paradoxe entre cette médecine hyper sophistiquée et cette tendance à aller vers des médecines plus ésotériques. Je ne comprends pas pourquoi, et je suis venu en parler avec vous pour que vous me donniez quelques explications. Le débat est ouvert. Moi, le thème de la pensée magique m'intéresse beaucoup. La pensée magique, ça me fait penser d'abord à la pensée enfantine, qui est vraiment l'exemple de la pensée magique. Ou alors, plus tard, vous parliez de déconnexion à la pensée du schizophrène. Et je voulais savoir si vous aviez fait des recherches sur, justement, pensée magique et troubles psychiatriques. J'ai assisté, il y a 2 ans, au cinéma de Cadillac, à un documentaire sur comment a été reçue la psychiatrie au Sénégal. Il y avait Claire Mestre, qui est ethnopsychiatre, qui était présente et qui a fait tout un travail là-dessus. Et effectivement, il y a la psychiatrie traditionnelle, mais nous avons abordé forcément la pensée magique, enfin la manière dont était perçue la maladie mentale en Afrique encore, d'une manière complètement magique. Ça, c'est une question que j'aimerais que vous développiez. Et une autre question sur le lien. Pensez-vous qu'il y a un lien entre le placebo, les traitements placebo et la pensée magique? Est-ce que ce lien est pertinent ou est-ce qu'il ne l'est pas? Voilà. Alors, sur la première question, d'abord je vais élargir votre propos parce que vous parlez effectivement de pensée magique et de psychiatrie, notamment dans certaines peuplades africaines ou océaniennes d'ailleurs. Mais c'est pas que pour la psychiatrie, c'est pour la maladie en général. Parce que bon, là, c'était très local. Je me souviens de cette intervention, c'était trop local. Alors en plus de ça, je veux dire, c'est plus facile d'aborder le problème de la pensée magique en psychiatrie, parce qu'il y a toujours quelque chose par rapport à la psychiatrie de forcément surréaliste, quoi. Mais dans la maladie aussi, il y a pour beaucoup de peuples, la maladie, c'est effectivement un effet, un élément magique. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une progression. La médecine, au départ, a été magique. Puis elle est devenue religieuse, puis elle est devenue scientifique avec Hippocrate. Mais clairement, j'ai fait une mission universitaire en Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois. Et je suis allé dans une tribu, enfin dans un dispensaire, et donc il y a toujours ce problème dans ces pays des tradis praticiens, c'est-à-dire de la médecine traditionnelle. Et je demandais aux médecins, mais comment vous articulez une pratique scientifique avec... Et ils me disaient, on fait avec, et les gens font avec aussi. C'est-à-dire que les gens acceptent
la médecine scientifique française, mais il continue à aller voir les tradipraticiens. Et l'infirmier qui était coordonnateur du dispensaire, avec qui j'ai passé un petit peu de temps, m'expliquait que chaque tribu a sa spécificité pour la maladie. Donc dans chaque tribu, il y a quelqu'un qui est spécialiste du genou, de l'épaule, du cœur, de l'œil, et qui a une capacité à prendre en charge ça. Mais c'est pas... il me disait, ma mère, elle a une capacité pour le genou. Et donc, si vous avez un problème de genou, vous allez la voir, elle va trouver une solution avec des plantes, avec des... Mais c'était sectorisé, quoi. Et c'était assez étonnant d'avoir cette approche-là. Et le problème, c'est qu'effectivement, alors, il y a deux façons de voir pour répondre à votre question. C'est soit de se dire, ouais, comme on voyait tout à l'heure, la médecine magique, la médecine religieuse, et puis enfin la médecine, voilà, la vraie, quoi. Et puis il y a une autre façon de se dire, est-ce qu'on n'a pas à apprendre aussi de ça? Est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on n'explique pas, mais qui font que ces pratiques traditionnelles, elles ont à un moment un effet chez les patients qui, alors ça c'est mon interprétation, mais qui, par cette procédure-là, trouvent en eux l'énergie pour vaincre la maladie. Oui, c'est une hypothèse que je formule là, hein, mais et en ce sens, il n'y a pas de contradiction. On peut avoir un traitement allopathique, et puis on peut avoir aussi une stimulation des défenses du patient ou de ses capacités à prendre en charge sa santé. Et je pense que dans les pratiques traditionnelles de médecine, on est dans ce modèle-là. C'est difficilement mesurable. C'est absolument... Alors, c'est difficilement mesurable. Mais bon, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est difficilement mesurable, mais dans ces démarches-là, il y a une implication vraiment très forte du patient. Oui. Parce qu'il y a tout un cérémonial auquel le patient doit participer et doit s'impliquer. C'est lui qui est dans la démarche. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une mobilisation, effectivement, des ressources du patient. Votre deuxième question, ça, c'est plus compliqué. J'ai pas de réponse à ça. Parce que l'effet placebo, c'est quelque chose autour duquel on tourne. Je dirais pas que c'est... Je vais vous montrer juste un graphique, un petit... sur l'effet, puisqu'on en parle maintenant, donc voilà. Lorsqu'on essaie de regarder une réponse au traitement, on a la réponse globale. Si on regarde l'effet pharmacodynamique, il est limité, et tout le reste, effectivement, c'est soit un effet non spécifique, l'effet du médicament, soit un effet non spécifique du médecin, le rôle du médecin aussi, soit l'évolution naturelle de la maladie. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier considérablement, c'est que les maladies, elles évoluent naturellement, pour la plupart d'entre elles, de façon positive. Et que si on laisse faire les choses, la plupart du temps, ça finit par s'arranger tout seul. Alors vous allez dire, alors là, c'est la première fois que j'entends un toubib dire que c'est pas la peine d'aller fort. Bien sûr, je caricature, mais quand même, il y a effectivement une évolution spontanée de la maladie qui peut être favorable. Donc on a effectivement toute cette partie, en dehors de l'effet pharmacodynamique, on a donc l'effet placebo. Et dans l'effet placebo, certains distinguent l'effet absolu du placebo, et puis l'aspect d'évolution naturelle de la maladie. Le problème de la pensée magique, effectivement, et du placebo, c'est qu'on pourrait se dire, ben oui, mais si le patient y croit vraiment, effectivement, on est dans l'aspect magique, je prends un gris-gris qui va me guérir, donc... bon.
Mais ce n'est pas aussi simple que ça parce que, effectivement, on voit bien que dans tous les essais cliniques, pourquoi c'est si compliqué de faire des essais cliniques sur les médicaments ou sur les thérapeutiques ou sur les processus de soins? Parce qu'il y a toujours, effectivement, l'évolution spontanée de la maladie et l'effet placebo. Et donc, on est obligé de faire des études, ce qu'on appelle contre-placebo, c'est-à-dire, et le patient ne sait pas s'il prend le médicament original ou s'il prend le placebo. Donc c'est là où l'effet placebo et la pensée magique devient un peu plus délicat, parce que dans les essais, ce qu'on appelle en double aveugle, donc le produit de référence et le placebo, le patient ne sait pas lequel il prend. Donc il est censé prendre le médicament. Donc l'effet placebo, effet pensée magique, bon. Et on est allé plus loin, puisque les études sont maintenant en double aveugle, c'est-à-dire que ni le patient, ni le médecin ne savent ce que prend le patient. Parce que l'effet médecin pourrait jouer, on pourrait dire, le médecin, il sait quel est le bon et le pas le bon, il va influencer le patient. Donc actuellement, les essais sont en double aveugle, c'est-à-dire ni le médecin, ni le patient ne savent ce qu'il... Et là, on se dit, s'il n'y en a aucun des deux qui sait ce qu'il prend, c'est plus de la pensée, on n'est plus dans le magique, puisqu'on pense qu'on prend le bon. Mais peut-être qu'on se dit, c'est peut-être pas le bon. Je n'ai pas de réponse à votre question. Moi, la question que je me pose, mais en fait, c'est sans doute une question un peu idiote, mais c'est cette séparation entre médecine et pharmacologie, par exemple. J'ai l'habitude de dire, tu sais que je suis toujours un peu provocateur, mais que moi, c'est jamais les médecins qui m'ont guéri, c'est toujours les pharmaciens. Et en même temps, dans ce que tu dis, là, tout ce qui est dénoncé dans la médecine moderne, en fait, c'est la pharmacologie, c'est toujours l'effet des médicaments. Donc, d'une part, les médicaments, ce sont eux qui sont responsables des errements ou des erreurs de la médecine, des thérapies, c'est d'après ce que tu as montré. Oui. Et d'autre part, moi, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que ces médicaments, ils vont aller à l'encontre du phénomène que tu proposes comme une solution, c'est-à-dire la prise en charge par le patient lui-même de sa pathologie. Alors moi, je dis, parce que comme je parle toujours en fonction de moi, parce que je ne m'intéresse qu'à moi, moi j'ai les deux choses. D'une part, c'est comme tout le monde, mais moi je le dis. Donc, d'une part, il y a ce recours permanent à la pharmacologie, parce que bon, comme je suis asthmatique depuis, j'ai toujours bouffé des médicaments dans le souvenir, ça ne me gêne pas d'en manger, donc je suis ouvert à l'absorption de quelques médicaments que ce soit, et en même temps, je sais que très peu de choses y font, parce que je compte trop sur le médicament, sans doute. Voilà, c'est peut-être aussi ce que tu penses depuis longtemps, mais... Non, mais alors, bon, deux aspects de réponse. D'abord, sur les médicaments. Effectivement, actuellement, on voit bien qu'il y a des médicaments qui sont sur la sellette, mais je pense qu'il y a aussi un niveau d'exigence sociétale qui a considérablement augmenté. Parce qu'on ne tolère plus maintenant, effectivement, des approximations qu'on a tolérées. J'ai mon cher confrère Raphaël de Gabory à côté de moi, on a donné du Pneumorel pendant des années, et maintenant le Pneumorel qui était un produit qui dégageait les bronches, et maintenant, c'est interdit parce que ça provoque des troubles du rythme dans des cas exceptionnels. Mais Hervé, on en a donné des quantités. Oh, moi très peu. et sans se poser de questions. Et maintenant, c'est supprimé du marché parce qu'il y a quelques effets, certes rares, mais maintenant, la société ne tolère plus qu'il puisse y avoir un effet indésirable pour un produit dont l'efficacité n'était quand même pas considérable. Très effectif. Oui, enfin bon, mais là aussi... Tu m'en as donné beaucoup. Mais bien sûr, je t'en ai donné, mais bon. Voilà. Et pour la deuxième partie de la question, alors, c'est pas contradictoire, mais c'est aussi difficile à faire passer comme message auprès des patients. Je vais prendre un exemple très simple sur... vous savez qu'il y a des recommandations de bonnes pratiques édictées par la Haute Autorité de Santé
Alors sur les patients diabétiques ou qui ont du cholestérol ou de l'hypertension artérielle. Et chaque fois, la recommandation, c'est modification des règles hygiéno-diététiques. Et alors, les étudiants, ils ont très bien compris, quand on leur pose une question, ils mettent alors, RHD. Au début, je ne comprenais pas, parce que moi, je ne suis pas amateur des acronymes, c'est règles hygiéno-diététiques. Et alors, quand on les interroge, ils disent, mais c'est quoi, là? Tu dis quoi au patient? Ah, mais bon, on lui dit qu'il faut qu'il fasse attention, quoi. Non, mais d'accord, mais précisément, tu lui dis quoi? Et c'est une espèce de boîte creuse que les gens fourguent toujours, on va dire, et dans les recommandations, c'est la première chose qui sort, sauf que il y avait, je vais quand même modérer un peu mon propos, il n'y avait rien dedans. Et maintenant, il commence à y avoir des éléments concrets, et toutes les recommandations, notamment de la HAS, commencent par au moins 2 voire 3 pages sur qu'est-ce qu'il faut prescrire avant tout traitement à un patient hypertendu, avant de lui donner un traitement. Et ça pendant au minimum 3 mois. Idem pour le cholestérol, idem pour le diabète. Donc ça veut dire que maintenant, si on diagnostique un trouble métabolique chez un patient, eh bien on va lui demander de modifier son comportement de façon à lutter lui-même contre sa maladie. Le problème, c'est que quand même, beaucoup de patients, ils reviennent au bout d'un mois et ils disent « Bon, ça va docteur, vous avez vu, ça baisse mon cholestérol, je peux arrêter maintenant ?» Ah ben non, il faut... Ah non, mais maintenant vous donnez le comprimé, parce que je ne vais pas continuer à faire ça. Et on n'arrive pas à obtenir de modification durable des règles hygiéno-diététiques chez les patients. Donc activité physique, je ne dis pas régime alimentaire, mais diététique adaptée, etc. Et ça, voilà, c'est vrai que c'est un peu contraignant, mais ça serait une juste répartition des tâches. Moi, je dis souvent aux patients, moi, je peux faire, notamment aux patients diabétiques, moi, je peux faire un bout de chemin pour vous, mais je ne le ferai pas tout seul. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je me suis installé, j'étais catastrophé parce que je n'arrivais pas à équilibrer mes patients diabétiques. On disait, un patient diabétique, il faut qu'il ait une hémoglobine glycosylée à 7, et j'en avais qui étaient à 10. Et je me morfondais, je me disais, je racontais à Marie-Claude, à ma femme, je dis, mais j'arrive pas, celui-là, Et puis un jour, je me suis dit, mais est-ce que tu es le seul responsable de la santé de ce patient? Je peux essayer de le gaver de médicaments, mais si lui il continue à ne rien faire, ben bon. Et j'ai modifié mon discours vis-à-vis des patients en leur disant, voilà, moi je peux effectivement vous prescrire un traitement, vous aider à contrôler ce trouble métabolique de diabète, d'hypertension. Mais si vous ne m'aidez pas, on ne va pas y arriver. Ça, c'est un discours qui, parfois, marche, pas toujours. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Philippe? Oui, mais j'en ai une autre. Je le laisse pas prendre. Non, vous avez raison. En écho à ce que vous venez de dire, je renverrai, en jouant moi aussi un peu de la provocation, la responsabilité vers le corps médical, qui a quand même culturellement fabriqué des patients passifs attendant tout de la médecine et de la chimie. Donc, on ne peut pas demander maintenant aux gens d'être, sauf ceux qui ont peut-être été éduqués à l'homéopathie ou à ces médecines qui ne sont pas forcément scientifiquement prouvées, mais qui ont pris en charge leur santé, ces gens-là. Eux, oui, ont cette culture familiale en général, mais les autres, ils ont été amenés, obligés. Hein? Tout à fait. On est tout à fait d'accord. Mais alors, en réponse à votre remarque, je dirais que là, maintenant, il y a une tendance quand même assez forte à faire ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique du patient. Et ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup et qui demande une réelle remise en question. Mais et le problème est pour les médecins. Parce que le médecin, on lui a dit de faire quoi pendant ses études? De faire des ordonnances, j'ordonne. De faire des prescriptions, de dire c'est moi qui sais, c'est pas vous. Et donc maintenant, on a fait avec beaucoup de formation à l'éducation pour la santé pour nos confrères, et on leur dit bon, mais maintenant vous allez poser la question aux patients, qu'est-ce qui vous semblerait intéressant de faire pour vous?
Ouais, non, mais attends, là, tu déconnes, là, et on va pas non plus demander au patient de faire le traitement maintenant. Mais peut-être que tu peux lui demander s'il n'a pas un avis sur la question. On peut vous dire que ça suscite des réticences chez les médecins. Alors, mon espoir, c'est que bon, les gens de notre âge, bon, c'est vrai que pour nous, on a essayé de survivre un peu dans cette, effectivement, dans cette conception un peu directive du médecin. On a essayé de faire des formations, d'éducation à la santé, etc. Et je me disais, bon, allez, on va tirer un trait sur les gens de ma génération, ceux-là, ils sont, voilà. Et puis on va, voilà, non, ils ont peu de chance d'évoluer, quoi. Mais on va se centrer sur les jeunes. Et donc, alors en plus de ça, avec Hervé, on était responsable du département de médecine générale et de la formation des futurs généralistes. Et on s'est dit, ben eux, bon, on va essayer de les formater à cette approche-là. Eh bien, c'est très difficile. C'est très difficile parce que quand vous arrivez, nous on voit les internes après la 6e année. On les voit un peu avant, mais pas trop. Et puis, quand ils viennent en formation pour la médecine générale, ils passent quand même beaucoup de temps, beaucoup trop, à l'hôpital. Et quand ils sont formatés à une démarche, excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas d'hospitalier dans la salle, hospitalière, eh bien, ou alors on ne pose pas la question au patient. Le patient est captif à l'hôpital, donc on ne lui demande pas son avis, on lui dit c'est comme ça, on lui dit il faut faire une radio, on vient le chercher dans le brancard, il faut faire une prise de sang. Bon, quand il est à domicile, il fait ce qu'il veut, le patient. Il a bien raison d'ailleurs. Et donc on a essayé de faire comprendre ça aux jeunes, et on s'est dit, ben eux, ils vont être plus réceptifs à ça. Eh bien, c'est pas non plus évident, parce qu'ils sont tellement formatés par une démarche hospitalière que, effectivement, le patient compte beaucoup moins que dans notre activité de médecin généraliste. Et malheureusement, effectivement, le basculement que vous espérez, que j'espère moi aussi, où le médecin deviendrait non pas quelqu'un qui ordonne, qui dirige et qui décide pour le patient, mais qui serait dans une négociation. On insiste beaucoup sur... On va même jusqu'à parler d'alliance thérapeutique avec le patient. C'est quand même bon. Mais ce discours, madame, a du mal à passer auprès de nos confrères hospitalo-universitaires. Je n'en dirai pas plus. Et pourtant, ça rejoint la pensée magique, obligatoirement, parce que c'est prendre soin de l'autre, c'est être dans l'écoute de l'autre, l'accaparer pour soi, pour pouvoir ensemble le transformer. Bien sûr, on est bien d'accord. Et le parallèle que vous faisiez par rapport aux thérapeutiques ou des prises en charge non conventionnelles, c'est qu'effectivement, je disais dans mon intro, il y a ce supplément d'âme, mais c'est vrai, parce que là, effectivement, la plupart du temps, dans ces approches-là, on prend en considération ce que pense le patient, on lui pose des questions, on lui demande de préciser ce qu'il ressent. Alors que la plupart des médecins, ils ont un diagnostic à faire. Alors c'est l'interrogatoire. Ça s'appelle comme ça dans les questions interrogatoire. On interroge le patient. Tac, 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 tac. Et souvent, on dit aux internes, mais t'es sûr de tes réponses? Ah ben oui, j'ai posé toutes les questions. Mais des fois, là, quand tu poses des questions fermées, là, vous êtes constipé? Oui ou non? Non. Et si tu poses la question 5 minutes après en disant, vous allez à la selle combien de fois par jour? Oh, pas tous les jours, j'y vais 1 fois par semaine. Mais vous m'avez dit que vous n'étiez pas constipé. Ben oui, mais parce qu'on n'a pas écouté le patient, on lui a posé des questions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, on a essayé de transformer, de dire, c'est plus un interrogatoire, c'est un entretien avec le patient. Ça n'a jamais été accepté par l'université. Mais vous avez raison, quand on a une approche, en termes d'éducation thérapeutique, on parle beaucoup des représentations du patient, du pouvoir, du savoir du patient. Là, certains utilisent un mot que j'aime pas trop, qui est le savoir profane. Je ne vois pas pourquoi le savoir du patient serait un savoir profane. C'est le savoir du patient et le savoir du médecin. Eh bien, on a 2 savoirs, on les confronte. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. On s'explique, et puis on trouve un compromis entre les deux, et on décide ensemble d'une thérapeutique. Ça devrait se passer comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce d'autant plus que les choses sont graves. Plus c'est compliqué, plus on a besoin du patient ou de sa famille. Je suis bien d'accord. Mais le problème aussi, c'est que... Alors, il y a des progrès qui ont été faits quand même par rapport à la participation à la décision du patient, notamment pour les pathologies graves. Maintenant, on essaie de donner le choix au patient, quand il y a plusieurs alternatives possibles.
Mais le problème, c'est la manière de le faire. Moi, je me souviendrai toujours d'une patiente qui est arrivée en revenant d'un centre anticancéreux bordelais bien connu, en me disant panique à bord. On m'a dit d'ici 3 jours, il faut que vous décidiez. Soit on vous enlève le sein, soit on vous fait une radiothérapie, une chimiothérapie. Docteur, qu'est-ce que je fais? Bon, bien sûr qu'il y a des manières de proposer des alternatives, et en particulier dans la maladie grave. Mais ce qui compte, c'est effectivement l'adhésion du patient. Si vous décidez contre l'avis du patient, on sait très bien que le traitement sera moins efficace. Est-ce que ce n'est pas une question de pouvoir qui est au cœur du problème, avec certains médecins qui veulent absolument, comme vous dites, poser les diagnostics sans l'avis du patient? Oui. Et donc, pour moi, c'est un peu une explication à l'acharnement actuel sur l'homéopathie, où les médecins homéopathes, à mon avis, impliquent un peu plus le patient dans la question de la construction du diagnostic et du traitement. Et vous parlez de la prise en charge du patient. C'est un kinésithérapeute qui pratiquait la méthode Mézières qui m'avait dit, quand je l'avais vu, comme vous avez dit tout à l'heure par rapport au patient, mais ce que l'on fait ici, c'est la partie visible de l'iceberg. Le reste, c'est vous qui allez vous prendre en charge par les exercices que je vous demanderai de faire. Et ça a changé ma vision du soin et de la façon dont j'avais à me prendre en charge aussi ma personne, comme disait Philippe, dans ce qu'est la maladie, la santé et autres. Et philosophiquement, ça m'a bouleversé. Tout à fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Mais vous avez raison, on est bien dans un problème de pouvoir. Et la difficulté pour le médecin, c'est de lâcher un peu de son pouvoir. Mais ça, c'est une représentation. Alors, ceci dit, il faut s'adapter aussi aux patients. Il y a des patients âgés pour lesquels, voilà, on n'est pas dans une démarche d'accompagnement. Il faut dire, parce qu'ils ont culturellement... Mais notre capacité devrait être de s'adapter aux patients et de savoir quand est-ce qu'on peut partager ce savoir et ce pouvoir. Mais c'est difficile quand vous avez été formaté, je dis bien, j'insiste sur ce mot formaté, parce que c'est vraiment un formatage. En plus, c'est quelque chose de, c'est pas, on vous le dit pas clairement, mais c'est quelque chose d'ambiant là, qui vous formate à être dans ce rôle-là. Vous êtes médecin, vous allez passer votre thèse et vous allez avoir le pouvoir médical. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'insidieux et qui, même maintenant, continue à formater les futurs médecins. Et je vous parlais des médecins généralistes, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, puisque c'est ceux que l'on côtoie et qu'on a contribué à former. Mais les médecins dans les autres spécialités, notamment dans les spécialités pointues, ils sont vraiment dans le pouvoir. Pas tous, je veux pas, mais pas tous. On est bien d'accord. On retrouve ce comportement chez les enseignants aussi, professeurs ou professeurs des écoles. Il y a ce pouvoir d'impliquer l'étudiant de la façon dont il va gérer la pédagogie et puis son implication dans... Alors là, ne me branchez pas là-dessus parce qu'on y est encore... mais vous avez tout à fait raison. Et je vais même aller plus loin, et c'est vrai en particulier pour les formations à l'éducation thérapeutique, mais c'est vrai aussi pour toutes les formations. On ne peut pas demander à des gens de se comporter d'une certaine façon si dans l'apprentissage, on est le contre-modèle de ce que l'on veut leur faire acquérir. Et tant qu'on aura un enseignement didactique, théorique, directif, il ne faut pas s'étonner que les apprenants, ils aient vis-à-vis de leurs patients la même attitude. Si on a une pédagogie interactive, s'intéressant à l'apprenant, en lui disant c'est quoi tes besoins, c'est en quoi qu'on a besoin de faire un effort ensemble pour que tu puisses être plus performant. Si on est centré sur l'apprenant, eh bien l'apprenant il sera centré sur le patient. Mais si le formateur est centré sur le formateur, l'apprenant, il sera centré sur lui-même, pas sur le patient. Et ça, vous avez raison. Alors j'arrête là-dessus parce que je pourrais vous en parler, et ça, alors là, je vais vous dire, sur le plan de la pédagogie, c'est un modèle. Moi, je peste notamment pour l'éducation thérapeutique, parce qu'il y a des formations, et notamment à l'Université de Bordeaux, sur l'éducation thérapeutique, où on a un enseignement
directif, théorique, alors qu'on veut faire acquérir des compétences relationnelles aux apprenants, aux participants à la formation. Mais c'est contre-productif. Les gens, on leur dit de faire quelque chose et on leur montre avec le contre-modèle. Il y a bien eu des expériences intéressantes avec les groupes Balint. Les groupes Balint, c'était des groupes qui réunissaient des médecins où ils parlaient justement de la relation qu'ils avaient avec leurs patients. C'est ancien, ça. Et oui. Ça passait... des médecins généralistes, des médecins... parce que moi, je me suis rendu compte de combien les effets d'annonce d'un diagnostic pouvaient avoir un pouvoir, mais presque magique, sur la personne. Je vais donner 2 exemples. Un jour, j'ai eu un problème de santé, je suis allée voir un spécialiste. Ce spécialiste, j'ai eu un examen clinique, il m'a dit « Vous avez, madame, je pense que vous avez une maladie grave, vous avez un cancer. » Comme ça, avant, voilà. Et ce jour-là, j'ai changé d'identité. J'étais quelqu'un qui avait une maladie grave et qui était cancéreux. Ces paroles-là ont eu le pouvoir de changer mon identité. Heureusement, ça n'a pas duré parce que les examens, on prouvait le contraire quelques jours après. Et deuxième exemple, moi j'ai travaillé avec des enfants, en consultation avec des enfants, les paroles des médecins pendant les grossesses ou dans la toute petite enfance, mais 7 ans, 8 ans, 10 ans après, ça a modifié les perceptions, par exemple par la grossesse, que la maman pouvait avoir de son bébé, vous voyez. Et il y a vraiment, il y a quand même des lieux où ça peut se parler, tout ça, non? Alors, parce que juste pour que tout le monde soit à niveau, les groupes Balint, c'est effectivement des groupes, des médecins, entre 8 et 12 médecins qui se réunissent une fois par mois avec ce qu'on appelle un superviseur, qui est en général un psychiatre ou un psychanalyste, qui participe pas, qui est surtout observateur, et chacun arrive avec une problématique qu'il a rencontrée dans sa pratique de soins, une difficulté avec un patient, pas des problèmes biomédicaux, pas des problèmes de diagnostic, des problèmes relationnels. Et il expose ça à ses collègues qui lui posent des questions, qui réfléchissent ensemble à l'attitude que pourrait avoir le confrère, et puis le psychiatre ou le psychanalyste ponctue, comme à son habitude, avec des pistes de réflexion qu'il peut introduire. Et c'est quelque chose qui est effectivement très facilitant pour le médecin, parce qu'il a effectivement la possibilité d'aller un peu gérer la charge émotionnelle, parce que c'est quand même, être médecin, et en particulier être médecin généraliste, c'est une charge émotionnelle quand même assez forte. Et donc ça permet effectivement... Alors ça n'a pas du tout disparu. Nous, dans le cadre de la formation universitaire des futurs généralistes, ils ont un module de Balint en dernière année, où ils participent pendant 6 mois à des groupes Balint. Alors après, avaient la possibilité de s'inscrire de façon plus durable sur des groupes de proximité, mais ils ont cette ouverture-là. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'écoute active, qui est une technique d'écoute de Carl Rogers, là, qui est une technique assez accessible, si je puis dire, aux médecins, et qui permet effectivement de bien faire la différence entre à qui appartient le problème. Est-ce que c'est vraiment c'est au patient ou c'est à moi? Parce que les médecins, ils ont quand même tendance à vouloir porter toute la misère du monde sur le dos. Et de temps en temps, c'est un peu lourd. Du coup, parfois, ça ressort de façon un peu agressive ou un peu spontanée, instinctive, ce qui n'est pas toujours adapté, comme vous le disiez. Et donc là, ça permet de travailler effectivement cette démarche-là. Vous avez parlé dans votre présentation de quantifier, de vérifier, de chiffres, de données, d'organismes qui font des études hyper poussées pour savoir un peu qui a tort, qui a raison quelque part. Enfin, voilà, il faut trancher et absolument vérifier tout. Voilà. Moi, j'aurais envie de parler du fait que on s'en fiche un peu, je dirais. Si ça fait du bien, une pensée magique, une pensée positive ou de quel ordre qu'elle soit, voilà, pourquoi serait-elle à mettre dans une balance ou dans une mesure quelconque à partir du moment où la personne
soignante, dite soignante et accompagnante, est dans une morale stricte, évidemment, hein, et un respect entier de la personne qu'elle accompagne. Et quid, par exemple, nous, dans nos campagnes, hein, si ce n'est que ça, les rebouteux qu'on a tous connus. Moi, j'ai l'exemple de mon grand-père qui faisait un périple pas possible, qui s'est pris un épanchement de Sénovie au bout de 50 km. Le rebouteux local lui a posé les mains et le lendemain matin, il est reparti en courant comme un lapin. Des brûlures très, très marquées, très, très graves, peuvent être soignées par les rebouteux qui coupent le feu. Enfin, il y a des tas d'exemples. Ces gens-là rentrent à l'hôpital avec ce genre d'accompagnement. Donc, le rebouteux, comme on pouvait l'appeler, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, où est-ce qu'on le met, lui Magique. Il est magique. Le problème, c'est le risque de dérive de ce type de pratique. Et il y a là des conditions qui ont été posées pour éviter le risque de dérive. La première condition, c'est effectivement d'être sûr d'éviter la perte de chance. C'est-à-dire que, ok, je pratique si le patient est mieux, c'est très bien, mais est-ce qu'on est sûr que une autre thérapeutique n'aurait pas été plus salvatrice pour le patient? Quand on vérifie soi-même que le patient est mieux, ça, excusez-moi, mais ça ne peut pas suffire. Ça, je suis désolé, mais parce qu'on peut avoir ça peut participer de sa une guérison. illusion d'amélioration et puis avoir 5 ans après, authentiquement, une perte de chance qui se révèle. Là, excusez-moi, mais là, je ne peux pas vous suivre sur cette voie parce que, effectivement, le patient peut se dire mais ça va bien, très bien, et puis 5 ans après, on peut s'apercevoir qu'il avait un cancer et que. Bon, ça ne pas d'un suivi. Non, mais d'accord, mais médecine. première condition, être sûr qu'il n'y a pas, effectivement, de perte de chance. Deuxièmement, être sûr qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Parce que, effectivement, pour l'instant, vous dites les études quantifiées, machin et tout. C'est pas juste pour se faire plaisir ou pour ramener de la science à tous les coins de rue. C'est aussi pour s'assurer que la thérapeutique est effectivement sans danger. Et là, il y a quand même, bon, je ne vais pas citer d'exemple pour ne pas choquer, mais il y a quand même un certain nombre d'histoires et d'inconvénients sur certaines thérapeutiques et qui n'ont jamais été étudiées. Et quand je parlais tout à l'heure de cette histoire de morale, c'est qu'on a mis des années pour s'apercevoir que ce médicament avait un petit risque, mais quand même grave, et que l'on l'a supprimé. Donc, si on ne fait pas d'études, on ne pourra jamais savoir si, effectivement, cette thérapeutique est strictement sans effet indésirable. Troisième élément, c'est le problème, effectivement, de l'aspect financier. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que ces thérapeutiques ne donnent pas lieu à des dérives financières, comme on en voit quand même de temps en temps, qui ont un coût pour le patient très important. Et la dernière condition, c'est que si ce n'est pas démontré, et c'est le problème de l'homéopathie actuellement, eh bien, on peut l'utiliser, moi j'y vois pas d'inconvénient, mais ne demandons pas le remboursement de choses qui ne sont pas validées. Quand on sait que les traitements contre la maladie d'Alzheimer, qu'on a cru efficaces pendant un moment, on s'aperçoit qu'ils sont pas efficaces, on les dérembourse. Et l'homéopathie, on ne la dérembourse pas. Bon, d'accord. Voilà, je suis d'accord pour votre démarche. Si le patient va mieux, pourquoi pas ? Sous réserve que ces 5 conditions soient bien respectées, ce qui n'est pas toujours le cas. Du coup, je rebondis sur ce que vous dites, c'est qu'il voudrait dire que la médecine allopathique, dans les traitements qu'il donne, il n'y a pas de risque pour les patients. Il y a un rapport bénéfice-risque strictement évalué. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour le pneumorel, l'efficacité du médicament n'est pas suffisante pour tolérer l'effet indésirable qu'il est susceptible de provoquer. Si vous avez une chimiothérapie anticancéreuse, elle a des effets indésirables extrêmement importants et parfois graves. Mais l'efficacité du produit est telle que le rapport bénéfice-risque est favorable. C'est-à-dire les effets indésirables sont importants, mais le bénéfice thérapeutique est encore plus important. Et là, dans ce que vous dites, bien sûr que tous les médicaments n'ont pas... On a répertorié les effets indésirables, et quand l'autorisation de mise sur le marché est donnée, c'est que le rapport
bénéfice-risque est favorable. Et il y a même une notion, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, de service médical rendu, c'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé estime que le service médical que rend le médicament est léger, modéré, important. Donc elle grade aussi le service médical rendu. Donc bien sûr, c'est des études quantifiées, mais des fois c'est utile. Oui, mais ces études quantifiées sont quantifiées, mais là, on voit il y a certains médicaments qui ont été donnés depuis X années. Oui. Et comme par hasard, aujourd'hui, on se rend compte que les bénéfices ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui était attendu, et on commence à les dérembourser. Oui. Donc, il y a quand même, malgré les études, malgré tout ce qui a pu être fait, il y a quand même une faille dans le système. Non, ce n'est pas une faille, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que l'exigence sociétale s'est accrue. Donc, effectivement, on devient plus exigeant sur la sécurité. Donc, du coup, le niveau du rapport bénéfice-risque a augmenté. Donc, du coup, il y a des médicaments qui se retrouvent effectivement mis de côté parce que dans la conjoncture actuelle, dans l'exigence sociétale de sécurité, c'est plus tolérable, alors que ça l'était il y a 10 ans. C'est le principe de précaution. C'est le principe de précaution. On va Merci. bientôt arrêter de respirer. Non, mais je dois dire, ça c'est vrai, je me suis aperçu, puisque j'ai fait une cure de curiste thermale, et on m'a expliqué que s'ils étaient aussi exigeants dans la poursuite des traitements, l'assiduité aux soins, c'est parce qu'ils mesuraient systématiquement et qu'ils étaient obligés de rendre compte des bienfaits objectifs. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça irait dans ce sens-là. Donc, la cure est peut-être une pratique magique, mais contrôlée, en tout cas toujours acceptée. Il n'est pas question de les dérembourser. Mais je pense que là aussi, c'est surtout parce que, du point de vue économique, ça risquerait de poser de très gros problèmes aux stations thermales. Donc, je ne suis pas sûr que l'INSERM soit totalement responsable du maintien de ces cures, du remboursement des cures thermales. Bon, première question. Deuxième remarque, deuxième question, c'était plus fondamentale par rapport au débat d'aujourd'hui. On est parti sur une thématique médecine ou pensée magique, comme si c'était deux choses. Et pensée magique. Et pensée magique, oui. Comme si c'était deux choses tout à fait opposées. Et en fait, toute la discussion, toute ton argumentation tourne autour de la relation du patient et du médecin. En grande partie, à 90%, c'est le débat d'aujourd'hui. Donc effectivement, on sait que dans les relations humaines, il y a toujours des choses qui sont explicables et d'autres qui le sont moins. Donc tout ce qu'on ne pourrait pas expliquer par des analyses psychologiques pencherait plutôt dans cette relation patient-médecin du côté de la pensée magique. En fait, tout ce qui est affectif et n'est pas mesurable s'inscrit du côté pensée magique. Hein. Alors là, les dernières questions. Il y a une thérapie qui est reconnue, mais c'est vrai qu'elle n'est pas toujours remboursée, ou du moins quand elle est remboursée, c'est en contournant les règles de la sécurité sociale. C'est l'analyse. Est-ce que c'est une pensée, est-ce que c'est la pensée magique? Le problème, la problématique de la pensée magique, je l'ai illustré tout à l'heure, je vais revenir dessus. Le problème de la pensée magique vis-à-vis de la pensée dite positive, c'est qu'effectivement, la pensée magique, on a besoin, excusez-moi le mot, je vais choquer, mais tant pis, on a besoin d'un gris-gris pour y croire. On a besoin de quelque chose, d'un granule, d'une plante, d'une technique quelconque. Et simplement, la pensée positive, c'est que je suis moi capable de mobiliser mes propres ressources. Et je voulais finir, mais je vous le montre maintenant pour que vous ayez, en rentrant chez vous, une petite réflexion. Posez-vous la question, l'espace d'un seul instant. Si je vais mieux quand je prends des granules ou un complément alimentaire ou un produit à base de plantes, est-ce que c'est grâce au produit ou est-ce que c'est grâce à moi-même? Et le problème, effectivement, de la pensée magique versus la pensée positive, c'est que dans la pensée magique, je confie à quelque chose d'extérieur à moi la potentialité de me guérir.
Et dans la pensée positive, effectivement, on est dans l'autonomisation du patient, la responsabilisation. J'ai moi-même les ressources pour faire face à la maladie. Non, puisque Surtout c'est pour ça que s'adresse au médecin. les ressources pour faire face à Non, la pensée positive, non, c'est pas au médecin, elle s'adresse au patient, la pensée positive. La pensée magique, c'est pas une manière de se réapproprier. La justement. pensée positive amène la personne à être présente à elle-même. Oui, mais C'est ça, pas, c'est une c'est- affirmation, ça. Oui. Ah non, c'est pas une affirmation. Et c'est quoi, Il y a toute une théorie sur la pensée positive. On peut faire une prochaine café philo sur la pensée positive si vous voulez. C'est pas une Kini, c'est pas une élucubration de l'esprit qui m'est venue comme ça hier soir en me préparant. C'est la pensée positive. C'est un courant de pensée assez. Qui est incarné par le médecin. Mais pas du tout. Mais non, absolument pas. Absolument pas. Si on revient à la pensée magique n'est pas que positive ou négative. La pensée magique, elle est. Non, mais attendez, là, quand je Il y a une magie positive et une magie Non, mais négative. quand je parle de pensée Le positive, nocebo c'est et le pas. placebo sont aussi présents dans la médecine. Non, mais excusez-moi, mais là, il y a une confusion. On oppose pensée magique à pensée positive. C'est pas dire que c'est positif ou négatif. C'est le pensée positive, c'est un concept Qu'est-ce que de ça veut réflexion. Alors, du coup, effectivement, si on veut parler de la même chose, est-ce que vous pourriez nous définir dire La pensée positive. c'est qu'est la pensée magique par rapport à la pensée positive? La pensée. Alors, je voulais pas vous le faire trop intello, mais puisque vous me poussez, la pensée magique. Donc, j'ai lu que la première phrase amène la personne à être déconnectée d'elle-même. Elle vit suivant un schéma mental, de croyances mentales qui ne sont pas ressenties intérieurement profondément. Elle parle beaucoup de sa façon de penser en essayant de faire en sorte que tout le monde pense et agisse comme elle. Tout semble toujours beau et parfait pour elle. Elle tente d'inculquer ses croyances pour se rassurer elle-même qu'elles sont bonnes. C'est ce que je disais tout à l'heure, la pensée magique, c'est une lutte contre l'angoisse. Dans la pensée positive, la personne est présente à elle-même. Elle vit ce qu'elle ressent profondément. Elle est consciente d'agir positivement le plus souvent possible et avec son cœur. Elle n'a pas besoin de faire en sorte que tout le monde pense et agisse comme elle. Elle vit simplement, positivement, et partage sa façon de vivre de façon humble et sans attente. Bon, je vous passe les... Ça, c'est des affirmations. Non, c'est pas des affirmations. J'ai pris ici deux définitions Ne serait-ce que pour le simplifier. vocabulaire, excuse-moi Bernard, mais ne serait-ce que le vocabulaire, et elle agit avec son cœur. Je vois pas en quoi c'est moins magique que Non, Mais c'est l'opposition qui est effectivement gênant. Il n'y a pas à opposer la pensée magique à la pensée positive. Ben, si, je suis À dire, partir c'est du deux moment- courants de pensée qui s'opposent, Est-ce que je peux excusez-moi. finir, Pardon, s'il vous excusez-moi. plaît? Merci. Dans la pensée magique, si elle est positive pour moi et qu'elle m'apporte du bien-être, je ne veux pas obliger quelqu'un à avoir cette même pensée. De la même, si je suis dans une pensée positive, si je reviens à cette distorsion que vous faites entre les deux, la pensée positive, je peux être dans l'effet inverse, à vouloir que tout le monde soit dans la positivité, parce que j'estime que c'est la meilleure façon d'être. C'est pas les principes de la pensée positive. Dans la pensée positive, il y a un autre, mais là encore une fois, je ne veux pas vous trouver que c'est déjà un peu intello, je suis bien d'accord avec vous, je ne veux pas développer, c'est le principe du développement du pouvoir d'agir, qui est un concept qui est une traduction de ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment, qui est un mot qu'on a du mal à traduire en français, qui est effectivement, alors on traduit comme autonomisation, responsabilisation, et les Québécois ont traduit ça par le développement du pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est de développer, et là je peux vous donner quelques, voilà, c'est un processus dans lequel les personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d'agir sur ce qui est important pour elles-mêmes. C'est ça qui est important, c'est de ne pas confier à un tiers la possibilité de trouver une solution à son problème. C'est justement ça. Quand on va voir le médecin, Oui. on le confie quand même. Mais si on est dans le cadre d'une alliance thérapeutique ou d'une négociation, on est dans une démarche de trouver ensemble une solution. Mais je suis d'accord que ce modèle médical n'est pas le plus fréquemment rencontré. Mais il y a aussi un côté, enfin, moi je pense un côté mental, parce que je ne sais pas si c'est pour pensée positive ou pensée magique, mais quand j'arrive chez un médecin que je suis malade,
le fait d'arriver dans le cabinet, je suis déjà beaucoup mieux. Et du coup non mais c'est à chaque fois pareil. C'est l'effet médecin. À chaque fois pareil. Donc après, il y a des médicaments qu'ils me donnent que je le prends ou que je ne le prends pas, parce que ça, je me dis finalement, j'en ai pas besoin. Alors c'est peut-être une chance, mais en fait c'est ce que je constate. C'est parce que tu vas chez Peut-être c'est le médecin magique. Mais pour moi, c'est complètement lié au mental. Je me dis, tiens, je vais chez le médecin, donc ça va aller mieux. Alors, bien, je ne parle pas de maladie grave, je parle de grippe, compagnie. Non, mais vous avez raison. Il y a dans le cadre de l'effet placebo, il y a l'effet médecin. Et Balint, justement, parlait beaucoup. Balint, c'est celui qui a inventé donc, les courbes Balint, qui était un psychanalyste anglais et qui a inventé le terme de remède médecin. C'est-à-dire le médecin, par sa attitude bienveillante, ce qu'il devrait être, a effectivement un effet thérapeutique en soi. Et actuellement, on est dans une démarche effectivement de valorisation de ce qu'on appelle la psychothérapie de soutien du médecin généraliste. Le seul fait d'aller, sans aller voir un psychologue, un psychiatre, d'avoir un médecin à l'écoute, qui accepte d'écouter vos problèmes du quotidien, mais ça a un effet psychothérapeutique qui est reconnu et qui est actuellement, quantifié et parfaitement validé. Et effectivement, là, on est dans cette relation-là, effectivement, on va chez le médecin, et on se sent mieux en sortant. Et c'est pas forcément le médicament. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut faire quand même. Je reviens sur vos paroles par rapport au gris-gris. Est-ce que les petites pilules bleues, roses qu'on prend pour le mal de tête, etc., ne font pas office, quelquefois, de gris-gris aussi? Mais bien sûr. Le bisou magique. Donc, voilà, bisou magique, on reste quand même dans la magie. Bien sûr. Mais encore une fois, il n'y a pas d'un côté ce qui est bien et de l'autre ce qui est mal. La pensée magique est utile, bien sûr. Simplement, le danger, c'est la déresponsabilisation du patient à travers des thérapeutiques auxquelles il n'est pas strictement impliqué. C'est ça que je dis, c'est tout. Mais si ça marche, moi, ça m'est égal. Non plus. Pardon ? Je suis désolée. Dans la médecine allopathique, mais on est bien d'accord. Nous sommes mais on est bien d'accord. des numéros, des objets, on est à non, madame, une AVC, on est... C'est ce qu'on discutait tout à l'heure, et je pense m'être expliqué là-dessus. Il y a effectivement une bonne partie du corps médical qui répond de la façon dont vous le signalez, mais il y a quand même une tendance actuellement à avoir des médecins bienveillants qui écoutent leurs patients et qui essaient avec eux de trouver des solutions. Et donc, on est quand même effectivement dans une démarche qui est certes peut-être pas majoritaire, mais qui évolue quand même, je trouve, de façon plutôt positive. Moi, je voudrais rebondir sur le thermalisme et sur les molécules qui sont en nous. Quand j'étais petit, j'ai eu à aller dans cours thermal à l'âge de 5 ans à Luchon. Et j'ai retrouvé, en rangeant justement mon dossier où j'ai tout ce qui m'est arrivé depuis cet âge-là, j'ai trouvé des publicités pour Luchon qui disaient formidable, venez faire vos cures chez vous, ce sont des eaux radioactives. Donc, on montre bien que cet exemple-là, il montre bien à quel point on est dans la suggestion. Comme on considérait que c'était positif, tout le monde était très content qu'il y en ait. Et l'expérience individuelle n'aide pas. C'est ça que je voudrais surtout développer. On ne peut pas se fier juste à soi. Parce que si on fait l'inventaire de toutes les molécules qu'on a dans le corps, pour l'instant, on ne sait pas le faire. Rien que le biotope dans l'intestin, on a plus d'êtres vivants que nos propres cellules. Ils sont tous différents. Enfin, en tout cas, il y a une très grande variété. Et si on prend juste nos propres cellules, si on fait l'inventaire de tout ce qu'il y a comme chimie là-dedans, c'est absolument phénoménal. Donc, on parle en insuffisance de connaissances. Sauf que la connaissance, elle n'a jamais été aussi grande puisque les piles de publications scientifiques, médicales, comme le reste d'ailleurs, à peu près dans toutes les sciences, ça augmente tellement vite que ça colle un peu le vertige. Donc si on ne veut pas être dans la pensée magique, c'est-à-dire croire à des choses qui n'existent pas, je rappelle juste pour rire à la fois la radioactivité, mais aussi la croix Vitafor, qui faisait tout ce qu'on voulait, y compris guérir. Donc énormément de gens citaient. C'est pour ça que la personne humaine, elle est pas si fragile, elle est fragile, elle est pas si pas trop avoir confiance en nous-mêmes parce que on est capable de se tromper très facilement. Et la suggestion extérieure, on y est très sensible. La suggestion, c'est ça, c'est le médecin, c'est le copain, Alors, le dernier point qui me gêne beaucoup, c'est il faudrait donc on n'est pas suffisamment informé puisqu'on ne sait pas tout.
Mais justement, ce qui est un peu gênant avec l'homéopathie, parce que c'est d'actualité, c'est qu'il n'y a jamais de procès pour mauvais diagnostic. On ne peut jamais se tromper. C'est très étonnant, comme les gens peuvent le voir comme quelque chose de formidable. Il n'y a pas d'effet indésirable. On ne se pose pas de questions. Mais alors, si le médecin se trompe, qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout, puisqu'en fait, en réalité, on est sur la suggestion et l'effet placebo. Donc, je ne suis pas médecin. Quand j'ai compris que jamais personne n'avait d'effet indésirable, qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, ni d'erreur de diagnostic, j'ai commencé à me dire, si c'était pour ma voiture, je trouverais ça bizarre. Parce que c'est rationnel, la voiture, on va regarder. Mais c'est embêtant, personne n'a tellement envie de s'embêter avec la technique. Donc on a des milliards de molécules chimiques en nous. C'est un peu étonnant que quelque chose soit très actif pour en même temps n'avoir jamais aucun effet secondaire. Et développer l'esprit critique ne signifie pas des certitudes, mais signifie simplement qu'on met sur la table tout ce qu'on a et qu'on fait le tri ensemble. Je suis tout à fait pour, notamment sur ce qui est mental, parce qu'on n'a pas encore de diagnostic très fort, les conférences de consensus. Je trouve que c'est un exemple très très bon d'ailleurs, mais les gens à qui j'ai dit ça, ils vont rarement les voir sur Internet. Pourtant, ils sont disponibles. Admettre qu'on ne sait pas tout, c'est évident que c'est la première étape. Et juste pour finir, parce que c'est quand même drôle, comme j'ai du temps à la retraite, je lis un peu de philosophie, donc Descartes. Alors Descartes, il commence par dire qu'il existe. Bon, d'accord, ok, j'étais arrivé à la même conclusion pour moi-même. Après, il explique que ça prouve l'existence de Dieu, sa démarche. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Et troisièmement, il parle de la circulation sanguine. Et on revient sur la médecine. Et là, il se ramasse complètement. Son truc. Donc, il a été dans le développement du critique, mais avec un gros échec dès le départ. Et il n'en a pas beaucoup tiré les conséquences par la suite. Voilà, c'était un peu mon éclairage personnel. Merci. Alors, juste par rapport à la première partie de votre intervention, là, sur effectivement, le patient, il n'a pas forcément toutes les ressources à sa disposition, mais l'idée, c'est de développer son sentiment d'auto-efficacité. C'est développer l'idée qu'il est capable d'avoir effectivement un effet positif. Bien sûr qu'il ne va pas résoudre tous les problèmes, on est bien d'accord, et qu'il aura besoin, surtout dans les maladies graves, d'apports complémentaires. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, et ça, notamment dans les pathologies cancéreuses, c'est démontrer qu'effectivement, si on stimule le patient sur son sentiment d'auto-efficacité, on améliore certains paramètres. On ne guérit pas les cancers, mais on améliore certains paramètres si effectivement on améliore le sentiment d'auto-efficacité du patient. Et pour ça, il y a effectivement des techniques. Il y a ce qu'on appelle les entretiens motivationnels qui sont effectivement, qu'on a utilisé surtout au départ dans les problèmes d'addiction pour essayer de motiver les patients à lutter contre leur addiction. Et là, il y a des techniques qui permettent effectivement de stimuler la motivation des patients. Et donc tout ça, c'est des outils, encore une fois, que l'on propose aux patients qui sont, de mon point de vue, au moins aussi efficaces que les médicaments. C'est la méthode Coué. Pas du tout, non, c'est pas la méthode Coué, c'est... Un peu quand même. Non, c'est pas la méthode Coué, mais bon, c'est une façon de voir les choses, je vous laisse... L'attention à l'autre. À soi-même. Non, au patient, de soi soignant. Est-ce que la médecine conventionnelle est vraiment active contre les addictions? Parce que l'addiction, c'est quelque chose de très particulier. C'est pas une maladie en soi, c'est une espèce de... Enfin, c'est une maladie, mais c'est particulier. C'est quand même quelque chose d'être accro à, je sais pas, on t'en parle, l'alcool. Il y a eu effectivement beaucoup de persuasion là-dedans. Il y a eu beaucoup d'avancées sur les approches qu'on peut proposer aux patients pour effectivement sortir de leur addiction, parce qu'on était dans des stéréotypes un peu figés. On disait par exemple, si vous avez une addiction alcool-tabac, on va d'abord faire l'un, et puis après, on s'occupera de l'autre. Mais on a fait ça pendant des années. Nous, c'est ce qu'on a appris. On nous disait qu'il faut faire l'un et puis après l'autre. Maintenant, on a compris qu'il ne fallait pas... Autre mythe que l'on avait, c'est que si vous voulez arrêter de fumer, il faut vous arrêter tout d'un coup. Si vous continuez à fumer un peu, vous n'y arriverez jamais. On a clairement démontré, et la campagne du mois sans tabac a bien démontré aussi, que ce n'est pas la bonne technique. Donc, on a progressé parce qu'on a mis
on a remis en question, mais surtout, on a mis en expérimentation les différentes procédures. Et on a regardé quelles étaient celles qui donnaient les meilleurs résultats. Au lieu d'être sur des stéréotypes en disant « c'est comme ça qu'il faut faire », parce qu'il y a un grand leader d'opinion qui avait dit c'est comme ça que ça marche, moi je vois bien que ça marche dans mon service, donc on va faire comme ça. Et là on s'est donné comme tâche de faire de l'expérimentation, c'est-à-dire on a expérimenté les deux protocoles et on a regardé celui qui marchait le mieux. Et donc et là on a fait beaucoup de progrès en termes d'addiction grâce à cette approche expérimentale. Et alors il y a un phénomène qui à mon avis est un peu enfin, c'est mon avis à moi, c'est peut-être pas la réalité. Ce qui se passe en ce moment avec la télévision, je ne la regarde pas beaucoup, mais quand on la regarde quelquefois le soir, on voit qu'il y a énormément ça n'a peut-être rien à voir avec notre sujet, mais énormément de publicité pour des médicaments qui seraient à prendre sans ordonnance, là, pour le rhume, pour ci, pour là. Il y a plein de nouvelles molécules qui apparaissent et qui sont vantées à la télévision. Est-ce que c'est pas grave ça, par rapport à la médecine qui donne des produits qui sont sur ordonnance? Parce que là, ça se développe, ça. Je trouve ça extrêmement grave, mais je vais prendre un exemple qui dure depuis déjà pas mal de temps. L'ibuprofène, que vous avez peut-être déjà pris, on fait la publicité à la télévision pour l'ibuprofène qui résout tous les problèmes, les maux de tête et tout ça. Or, l'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire qui a des inconvénients et qui est actuellement en vente libre. Et là, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, vient de mettre une alerte sur les risques liés à l'utilisation de l'ibuprofène et du kétoprofène. Et pour autant, si vous interrogez une maman qui a un jeune enfant et vous lui dites quand il a de la température, qu'est-ce que vous lui donnez? Oh, l'ibuprofène, ça marche très bien. Ben non, on donne du paracétamol, ça marche et il n'y a pas de danger, sauf si on fait un surdosage, mais bon. Et l'ibuprofène, c'est délétère et ça peut provoquer des réactions dangereuses, notamment dans certaines infections virales. Mais l'ibuprofène, on en fait la publicité à la télévision. C'est un scandale, je suis d'accord avec vous. Il y en a bien d'autres. Il y en a d'autres. Je prenais cet exemple parce que c'est celui qui... C'est un des premiers à avoir fait la pub. Mais vous savez quel est le principe, c'est que, et c'est un petit peu ce qui est en jeu aussi dans le déremboursement de l'homéopathie, c'est qu'à partir du moment où le médicament est remboursé, il est contingenté au niveau du prix. Le prix est fixé par une commission au sein de la HAS, le comité économique, qui décide du prix. À partir du moment où le médicament n'est plus remboursé, le fabricant fait ce qu'il veut. Il peut le vendre et regardez, prenez l'exemple célèbre de l'Actifed qui était à un moment remboursé pour le rhume, là, du jour où il a été en vente libre, il a doublé de prix. Au hasard. Je voudrais revenir un petit peu à la médecine aujourd'hui. Est-ce que le désengagement ou la perte de confiance des patients n'est pas due au fait que justement le médecin enlève du pouvoir à la personne et qu'en plus on a la sensation d'être compartimenté. On est un bras qui a mal, on est un ventre qui souffre, on est etc. Et on n'est pas regardé, on n'est pas accompagné dans la globalité de qui nous sommes, en fin de compte. On n'est pas qu'un bras, on n'est pas qu'un cancer du sein, on n'est pas... Est-ce que la médecine ne pêche pas justement dans le cursus d'apprentissage sur ça? Revenir à l'être humain, ramener finalement de l'humanité dans la médecine. Ça dépend des médecins. C'est ce qui est en cours, notamment pour la médecine générale. Il y a une définition européenne de la médecine générale, dont j'ai eu l'honneur d'être co-auteur, qui commence par ça. La médecine générale est une approche globale du patient, centrée sur le patient. Il y a 12 caractéristiques, les deux premières, c'est celle-ci. Médecine globale, les anglo-saxons parlent même de médecine holistique, pour la médecine générale. Alors pour les autres spécialités, je ne peux pas vous en parler, je ne sais pas s'il est... Mais il y existe actuellement une définition européenne de la médecine générale sur laquelle tous les étudiants des facultés médicales de France sont formés.
Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont l'influence du département de médecine générale qui leur propose un enseignement à partir de ces notions-là, et puis ils ont tout un formatage hospitalier qui n'en parle pas. Des fois, ce n'est pas forcément l'enseignement du département qui ressort de manière la plus évidente. Mais clairement, pour répondre à votre question, la formation actuelle des jeunes médecins est sur une approche globale du patient, centrée sur le patient. Est-ce qu'on pourrait le vivre sur le terrain, ça? Et oui, madame, je l'espère. Écoutez, j'ai été responsable de la formation des internes de médecine générale pendant plus de 10 ans. J'espère que ça a un peu transparaître, ça va un peu transparaître chez les jeunes médecins. Je connais un groupe médical pas très loin, là, du côté de Cadillac, où il y a 5 internes formés au département de médecine générale. Je crois qu'ils ont cette approche-là. S'il y a les centres de santé, les centres de santé sont des centres où les médecins se réunissent, travaillent ensemble, mais ont des réunions. Ils ont d'ailleurs des subventions je pense, de l'ARS, et où il y a une médecine où ils parlent de leurs patients. Il y a la Dargon, où ça fonctionne bien, avec des spécialistes. Non, je suis d'accord avec vous, sauf que moi je suis de la Dordogne et nous sommes dans un désert médical. Alors parce que je crois qu'il y a quand même les centres de santé. Il y a des maisons de santé pluriprofessionnelles en Dordogne. Il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup. Tout à fait. Alors, par rapport à ce que vous dites, c'est très intéressant. C'est pas uniquement les centres. Les centres de santé, c'est surtout urbain. C'est les maisons de santé pluriprofessionnelles. Voilà. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, j'en ai parlé tout à l'heure dans l'introduction. C'est un concept, effectivement, dans lequel, effectivement, les médecins exercent dans une démarche interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des médecins, il y a des kinés, il y a des infirmières, il y a des psychologues, il y a des diététiciens, il y a des podologues, il y a des... Voilà. Donc, un ensemble de professionnels qui se réunissent une fois par semaine pour discuter des problématiques, qui font des réunions avec les patients, qui font des séances d'éducation thérapeutique, parce que dans le cahier des charges des maisons de santé, il y a l'obligation d'avoir une salle de réunion pour les professionnels et pour les patients. Et il y a l'obligation, effectivement, avec effectivement des subventions à l'appui, c'est vrai, mais l'obligation, c'est effectivement la permanence des soins, de 8h à 20h, bon, ça c'est... Voilà, et des réunions pluriprofessionnelles hebdomadaires, des séances d'éducation thérapeutique avec les patients, des réunions avec les patients, et si la maison de santé veut effectivement avoir des aides de l'ARS, elle doit répondre à ce cahier des charges. Il y a une mission de prévention. Mission de prévention, tout à fait, absolument. Sur les jeunes mamans et les bébés, il y a quand même pas mal d'expériences localement, après en Dordogne. Est-il vrai qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui se lancent vers les spécialités et qui ne vont pas vers la médecine générale, qui est soi-disant très mal considérée de nos jours? Quand on fait un cursus d'études, on considère les médecins généralistes comme des sous-médecins. Maintenant, il est très bien vu de faire cardiologie, etc. Alors, est-ce vrai ou est-ce... Ça a été vrai, ça l'est un peu moins. Ça a été vrai parce que, comme vous dites, c'était la honte, quoi. Le médecin généraliste, c'est celui qui n'avait pas pu faire autre chose. Alors, il y avait deux catégories à l'époque, c'est-à-dire, il y avait ce fameux internat, donc il y avait ceux qui passaient l'internat et qui réussissaient et qui faisaient une spécialité, ceux qui ne réussissaient pas l'internat, ils se retrouvaient généralistes, et puis ceux, comme moi, qui avaient décidé de ne pas passer le concours d'internat parce qu'ils voulaient être généralistes. Et c'était quand même, à l'époque, assez rare. Et actuellement, il y a un regain d'intérêt pour la médecine générale chez les jeunes médecins, mais ce que vous dites est tout à fait exact. Je vais prendre un exemple très simple. À la maison de santé de la Réole, on a eu une de nos internes qui est devenue chef de clinique, donc c'est effectivement, elle avait sa thèse et elle travaillait avec nous comme un chef de clinique dans un service hospitalier. Elle avait une charge universitaire et une charge de soins. Et quand elle a annoncé qu'elle allait venir chef de clinique, mes collègues hospitalo-universitaires lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas foutre là, en médecine générale, chef de clinique? Mais moi, je te prends à l'hôpital, là, tout de suite !» Et elle n'a pas vraiment hésité, parce qu'elle était assez convaincue. Mais elle a subi des pressions pour ne pas venir dans un cabinet de médecine générale pour faire une charge de chef de clinique et une charge universitaire. Donc, vous avez raison. C'est en train de s'inverser un petit peu, mais actuellement, il faut être clair. Donc maintenant, depuis 2004,
la médecine générale est devenue une spécialité, comme les autres, comme la cardiologie, la gynécologie, la rhumatologie. Et donc, il y a un examen, il y a des épreuves classantes nationales, c'est-à-dire rang de classement, et le premier choisit son poste et le second parmi ce qui reste. Évidemment, les derniers postes qui restent, c'est la médecine générale. Non, j'exagère, il y a aussi la médecine du travail et la santé publique. Mais Mais ce qui part en premier, et contrairement, alors ça a beaucoup évolué par rapport à il y a quelques années. Autrefois, ce qui partait en premier, ce qui était la gloire de l'interne, c'est la chirurgie. Mais maintenant, c'est plutôt les dermatologues, les radiologues. Les spécialités pas trop... non, je dis rien. Si, on fait la liste. Dermatologue, il y en a de moins en moins. Dermatologue, non, c'est pas demandé. Ah si, cette année, l'année dernière, la première spécialité qui a fait le plein, c'est les dermatologues. Oui, mais sauf que, attendez, madame, mais le problème, c'est que le quota est pas très important. Hein. Évidemment, bon, la différence, c'est que nous, il y a à peu près 9000 étudiants, il y en a 4000 qui font la médecine générale, et les autres, les 5000 autres, se répartissent dans les différentes spécialités. Donc. Mais c'est pas un choix financier? Oui, bien sûr. Ça reste des sous-traitants. T'as de ces questions. Non, mais tu as raison, mais il y a deux aspects quand même. C'est l'aspect financier, effectivement, dans l'échelle des revenus des médecins, c'est pas les généralistes qui sont en tête, on est d'accord. Mais il y a aussi la pénibilité. Excusez-moi, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, la charge affective d'un médecin généraliste et la contrainte de temps, c'est épuisant. Et les jeunes, ils ont très bien compris ça. Et c'est pour ça que les maisons de santé sont un élément très important. Parce que les jeunes cherchent à articuler leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ils ont bien raison. Nous, avec Hervé, on a fait du temps plein pendant des années. On acceptait de faire des gardes du samedi midi au lundi matin. Je ne vous dis pas dans quel état on était le lundi matin. Maintenant, les jeunes, ils font des gardes de 8h à 24h. Oui, à 24 heures le dimanche, ils ne font pas ce qu'on appelle la nuit profonde, et puis une seule journée. Ils ont bien raison, nous aussi d'ailleurs on en profite, maintenant on fait c'est moins petit. Mais et cette notion de pénibilité, beaucoup ont du mal à en sortir. Et dans les structures regroupées, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, il y a la possibilité pour un jeune médecin de trouver une articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Moi, si j'ai intégré une maison de santé, parce que c'était la seule condition pour laquelle je pouvais continuer une activité universitaire, parce que j'étais sûr que pendant que j'étais pas là, il y avait toujours un médecin pour prendre en charge mes patients. Et donc les jeunes médecins qui veulent travailler un temps limité, ils peuvent. La médecine par l'informatique, un téléphone, un ordinateur. Ah. Et la pensée magique. La télémédecine. Non, pas du tout, non. C'est compliqué. Enfin, j'ai un peu de mal à vous répondre parce que je vais vous faire la réponse que je pense, mais de temps en temps, je me dis, mais t'es has-been complètement, là, il faut arrêter parce que tu dois être décalé complètement. Moi, je pense que là, on va vers une technicisation de la consultation qui me paraît très délétère pour les aspects relationnels, quoi. Et là, bon, mais d'un autre côté, au dernier congrès de la médecine générale, il y a un représentant de l'ordre qui est venu parler de la télémédecine en disant méfiez-vous, mes confrères, parce que si vous ne répondez pas à cette demande, d'autres vont le faire à votre place et peut-être dans des conditions moins favorables. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont opté pour la télémédecine non remboursée par la sécurité sociale parce qu'ils ont fait le calcul que installer une cabine de télémédecine dans l'entreprise pour leurs salariés qui ont besoin d'avoir une consultation, ça leur coûtait moins cher que d'accorder une journée pour aller chez le médecin, prendre un rendez-vous, etc. Et là, on va vers ce que j'estime, moi, une dérive, mais faut moduler ce que je vous dis, parce que j'ai l'impression, quand je dis ça, que je me dis, mais non, mais là, t'es complètement à côté de la plaque, parce que je sais bien que ça va s'imposer. Mais moi, ça me fait très peur. Parce que là, tous les aspects relationnels, comment voulez-vous négocier, avoir une démarche, une alliance thérapeutique avec un patient au téléphone ou à la télé, quoi. Enfin, là, vous en pensez quoi, là? Bon, d'accord, vous êtes d'accord, alors je vous envoie l'ordonnance par Internet, vous allez à la pharmacie, même pas, je vous l'envoie pas, vous allez à la pharmacie, il va recevoir directement.
Ah, merci, le choix du patient. Donc il va dire tousser, il tousse au téléphone. Donc ça me fait un peu peur. Oui, mais c'est pas brillant. On s'est éloigné à la pensée magique. Oui. Pour y revenir, moi j'ai encore une question à poser. C'est qu'est-ce qu'on attend de la médecine? Soulager, soigner, guérir, accepter sa maladie? Parce que dans le rôle du médecin, il y a ça aussi. Autrefois, les médecins disaient comme Ambroise Paré, je t'ai soigné, Dieu t'a guéri. Alors là, pour la guérison, c'est la pensée magique qu'on appelle. Je crois que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas évoqué, on est resté quand même très précautionneusement hors des pensées magiques, pratiques vaudou, surnaturelles, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, la pensée magique, elle fait quand même appel au surnaturel, à une espèce d'autre monde. C'est quand même ça qu'on a dans l'esprit quand on parle de pensée magique. Alors que là, on est resté dans le niveau, que je disais tout à l'heure, mode de relationnel entre le médecin et son... Oui, enfin, certaines thérapeutiques sont surnaturelles quand même. Comment? Parmi les thérapeutiques qu'on a évoquées, certaines sont surnaturelles quand même. Pour le moins ésotériques. Bah, je sais pas. Enfin, on n'a pas parlé de... Le gris-gris. Oui, on n'a pas parlé du gris. Hein, Non, du vaudou, non. Là, Voilà. Non, mais quand on pense pensée magique, on pense à ça quand même. Enfin, moi, je pensais à ça quand même. Enfin, nous, on ne fait pas le vaudou. On ne va pas dans le vaudou ici. On parle d'homéopathie, on parle de guérisseurs. C'est pour ça qu'on n'est jamais très content de nos médecins, parce qu'on en attend autre chose qu'ils ne peuvent pas nous donner, et que peuvent nous donner les sorciers ou les curés qui sont nos sorciers à nous. Mais moi, la question que je me pose, Bernard, en fait, de temps en temps, ça reste magique. Est-ce que la pensée magique en médecine, enfin, c'est une guérisseuse, quoi, est-ce que c'est pas une réponse logique à la maladie? Parce que la maladie, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est quelque chose de surréaliste, c'est un dérèglement. C'est pas quelque chose qui est rationnel. Ah si. Ah si? Ah ben oui. C'est rationnel, le dérèglement? Bah, Bah, on a un corps qui a une mécanique qui doit fonctionner, comme disait... Ça s'use. Oui, enfin, ça s'use, mais enfin, il y a des enfants malades aussi. Il y a quand même quelque chose qui est irrationnel dans la maladie. Non? il y a des neuromédiateurs qui expliquent la... du zona, peut-être. Oui. Ah ben je sais pas, moi. Si vous dites que toutes les maladies sont parfaitement explicables, je comprends pas pourquoi on ne peut pas les guérir. Mais parce qu'on peut avoir le modèle explicatif et pas de réponse pour le dérèglement. Je vais prendre un exemple très simple et très, très connu, c'est le problème du cancer. On héberge tous ici des cellules cancéreuses que notre organisme sait éliminer spontanément. Et pourquoi certaines? Et voilà. Alors ça c'est pas... Si on a identifié des molécules, des neuromédiateurs qui effectivement inhibent le système d'évacuation des cellules cancéreuses. Sauf qu'on n'a pas encore trouvé le mécanisme qui permettrait de bloquer ça, oui. ce système-là. Mais on explique tout à fait. C'est clairement... Enfin, tu expliques qu'il y a un élément qui inhibe. Mais pourquoi il y a cet élément qui inhibe? Tu n'expliques pas. À un moment, tu n'expliques pas le dérèglement. C'est pas logique, le dérèglement. L'origine du dérèglement. Mais vite, tu peux remonter les étapes. on remonte les étapes. C'est comme, Mais au départ, il y a un neuromédiateur qui a déconnecté le système. Oui, mais c'est comme les questions de religion. C'est-à-dire qu'à un moment, ça vaut remonter les échelles, à un moment, t'as plus la bonne, ni même la bonne question. Et puis le barreau à l'échelle. Oui, il y a plus de barreau à l'échelle. Non, si, il y en a. Quand tu as 4000 mutations à la minute dans une de tes cellules, effectivement, de temps en temps, ces 4000, elles se combinent du mauvais côté. De temps en temps, oui, mais pourquoi la tartine tombe du bon côté. Tu n'as pas la réponse au pourquoi ce dérèglement. Ben, c'est comme les tartines de beurre. Pourquoi elles tombent c'est le hasard. Des fois, elles tombent sur le beurre. De temps en temps, elles tombent pas sur le beurre. Ça, c'est la pensée magique. Non, ben non. Non, c'est le chaos de la vie. C'est le hasard scientifique.
C'est le chaos, donc c'est la pensée magique. Ta voiture bute sur un Et ça rejoint la pensée magique, c'est ce que je veux expliquer. Le dérèglement, c'est lié souvent à des chocs psychologiques. Oui, mais d'accord. Ah bah oui, mais enfin, ça, on n'en sait rien. Ça, c'est une pensée magique aussi. Moi, j'ai connu quelqu'un, la foudre est tombée chez elle. C'était quelqu'un qui sautait au plafond, qui avait une santé de fer. La foudre est tombée chez elle. 2 mois après, elle avait un cancer. En 1 mois, elle est morte. Ouais. C'est un choc. C'est le choc. Elle a eu une peur. Elle est restée terrée pendant 3 ans. Moi, j'ai un exemple avec Bernard. J'avais depuis 6 mois un œuf violet ici, qui c'était une boule de sang. Je suis allée voir Bernard qui m'a dit la semaine prochaine, je ponctionne. Le lendemain, j'avais plus rien. C'est comme Et si méchant bien, ça allait faire mal. Voilà, c'est ça. J'ai la peur. Philippe, moi je crois que la pensée magique, elle est constitutive de la pensée humaine. Bien sûr. On a parlé, l'enfant il commence par ça. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant, que la pensée magique, et je pense qu'il y a des réminiscences, des avatars de la pensée magique qu'on a tous eu quand on était enfant. Elle est liée à l'angoisse. La pensée magique, l'enfant il cesse de la voir quand il a compris on était mortels. Voilà. Et je crois que elle se... Si, il fait naître. Mais si. Oui, mais c'est peut-être lié. Alors après, ça peut être lié au merveilleux aussi, pas qu'à l'angoisse. L'angoisse de mort, je pense. Je pense parce qu'on fait je pense. Ça peut être oui, ça peut être merveilleux. Mais après, elle peut durer, mais d'une manière. Alors là, c'est pathologique dans les maladies psychiatriques, mais aussi, par exemple, le syndrome de Peter Pan. Alors là, c'est vraiment pour moi c'est quelqu'un qui pense qui est dans la pensée magique totale, qui est dans sa tête, et qu'il y a des avatars, des réminiscences, et qu'elle se fixe sur la médecine parce que c'est très particulier, parce que ça renvoie effectivement à ce qu'on est, à l'être, au corps singulier, etc. Il me semble, mais on n'a pas besoin de partir dans le vautour surnaturel. Je crois qu'elle est structurelle de notre pensée humaine. C'est la réponse à C'est l'angoisse. la réponse, Oui, la réponse à notre ignorance. À notre ignorance, à l'angoisse et à notre ignorance. Pas qu'à l'angoisse, ça peut être. Pour moi, elle est liée. Oui, on aimerait bien. Pour moi, elle est liée forcément à la On aimerait bien que ça mort. marche. Pour avoir l'expérience. Parce que Marie-Poppins. dans les jeux enfantins, et c'est la pensée magique, les enfants, t'es mort, l'enfant, il revit, vous voyez, dans les jeux, où la pensée magique, alors là, vraiment, il meurt pour de faux. Oui, c'est mourir, c'est parce qu'ils n'ont pas la conscience de la mort. Donc pour moi, c'est une structure. Et après... mais on est bien d'accord, la pensée magique, c'est un élément constitutif de notre existence. Et puis en plus de ça, c'est une réponse à l'angoisse, comme je le disais tout à l'heure. Simplement, il arrive un moment où quand elle devient, notamment dans les démarches médicales, un peu trop... elle imprègne un peu trop la décision, ça peut devenir délétère. C'est simplement ce que je veux dire. Oui, mais alors il faut bien spécifier pensée magique dans le domaine médical, parce que là, tout d'un coup, la pensée magique, elle est diabbolisée, c'est que les imbéciles... Non, mais attends, on est là pour... Moi, je suis là... Les artistes ont recours à la pensée magique. Mais moi, je suis là pour parler de médecine, c'est mon... Kini, excusez-moi, mais là, il y a une petite incompréhension, parce que moi, je suis venu parler de médecine, parce que moi, c'est le seul domaine de compétences que j'ai. Donc, si je peux parler un peu de viticulture, mais j'ai un spécialiste là au fond. Mais donc, c'était clair pour moi que je venais parler de pensée magique et de médecine. C'était dans le titre. Sans pensée magique, il n'y a pas de poésie, par exemple. Mais bien sûr. C'est absolument Mais Kini, loin de moi l'idée de diaboliser la pensée magique d'une manière générale. Moi, peut-être, mais j'en connais d'autres. Ah. Et la dévotion. Alors, je voudrais revenir sur l'aspect financier là, posé par Nicole. En fait, moi, je suis un peu une rescapée parce que je crois que je les ai tous faits. J'ai été dans des stages de Reiki, j'ai fait de la lithothérapie, de la gémothérapie, de l'homéopathie, j'ai mis soigneusement des cataplasmes d'argile, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les donner, j'ai même fait les stages avec les chevaux. Tu aurais dû me dire ça, je t'aurais fait intervenir dans... Je crois qu'il n'y en a pas, je crois qu'il y en a pas une que j'ai pas faite, à part peut-être s'il y a une discipline japonaise, enfin bon.
peu importe. La méthode de Bowen, t'as fait aussi? Oui, oh tout, là là. tout. Elle est sérieuse, hein? Tout. Et alors, justement, me faites pas perdre mon idée, mais par rapport à l'aspect financier, je peux vous dire qu'à la dernière, c'était une iridologue. Alors, elle a regardé mes yeux, elle m'a dit « Oh là là, vous avez des taches oranges dans les yeux ». Je me suis dit « Oh ». C'est joli. Depuis que je suis née, on me dit « Ah, c'est vert, mais en même temps, il y a du marron et du... » Non, là, c'était orange. Donc, j'avais un cancer du pancréas, j'avais la vésicule biliaire qui n'allait pas non plus. Enfin, je ne vais pas énumérer non plus tout ça, mais je suis sortie assez déprimée, on peut le dire. Hein. Tout ça pour dire qu'elle m'a dit « C'est 50 €. Et 50 € en liquide. Ah bah oui, pas de facture, pas de feuille d'ordonnance, pas de feuille de sécurité sociale, et hop, envoyez la monnaie. Et moi j'aime bien ça, la pensée magique. Mais oui, mais le problème c'est que c'est pas que je ne guérissais pas, mais j'étais en très très bonne santé. Alors heureusement, ils n'ont pas réussi à me la détraquer. Mais pourquoi aller les voir si on est en bonne santé? Ah, mais on trouve toujours un petit bobo, quelque chose. On est un petit peu, patraque. Alors, vous n'y allez plus, ça vous a servi de leçon? Vous continuez alors, à aller... ce qui m'a servi de leçon, c'est une autre anecdote. C'est-à-dire qu'en fait, on a, pourrait le dire, au cours de l'entretien avec son patient, effectivement, il y a des choses qu'on doit poser, il y a des questions qu'on doit poser. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous avez fait un voyage dernièrement? Est-ce que vous êtes allé dans certaines contrées? Là, en l'occurrence, quand je suis allée voir un généraliste, il ne m'a pas posé cette question. Et moi, je lui ai dit, voilà, j'ai juste c'était un prurite, enfin, une démangeaison. Il dit, c'est embêtant, c'est un genre de gale, rien de grave. Bon, voilà une pommade et vous allez en sortir. Effectivement, ça a disparu. Et puis, une dizaine de jours après, j'ai commencé à tousser très fort et avoir une bronchite. Enfin, que j'ai autodiagnostiquée. Et donc, je suis retournée voir ce médecin qui m'a dit, oui, bronchite, je vais vous donner des antibiotiques. Ok, d'accord. Et après... La bronchite s'est arrêtée, mais je suis devenue vraiment très malade, intestinalement parlant. Et là, c'était affreux, j'arrivais plus rien à avaler. Et là, j'avais plus du tout confiance dans le généraliste. Donc, je suis allée voir un acupuncteur qui m'a dit « Oh, c'est pas grave du tout ce que vous avez. » Non, je vais vous piquer avec des petites aiguilles. Bon, je n'avais rien contre. Allez, allons-y. J'ai fait 6 séances. Et il me disait, ça va mieux, ça va mieux. Vous êtes simplement très déshydraté. Alors, je m'envoyais 2,5 litres par jour pour essayer de me réhydrater. Et puis, un jour, ça a été la totale. C'est-à-dire que je me suis retrouvée aux urgences en médecine tropicale à Nice, à l'hôpital Larcher, qui m'ont diagnostiqué à ce moment-là un ankylostome. Et en fait, c'était parce que je revenais de Java et que j'avais attrapé ça là-bas dans un marigot cet ankylostome, ça développe en premier, ça pique la peau, ça fait une espèce de démangeaison qui pourrait s'apparenter à une gale. Ensuite, c'est pas très ragoûtant, mais bon, comme il s'est introduit dans le système... Non, il va d'abord dans les bronches, voilà, et là, il déclenche exactement comme une bronchite, et ensuite, il est ravalé, et donc, il arrive dans l'intestin, et là, on se met à saigner de l'intestin. C'est-à-dire que moi, j'avais un foie qui avait triplé de volume, et que j'étais quasiment au stade presque... Voilà. Alors qu'il a fallu juste un petit comprimé de... Voilà, pour me remettre sur pied. Enfin, mais le premier, on peut l'excuser, le premier, on peut l'excuser. Oui, absolument. Mais l'acupuncteur et l'homéopathe qui m'a donné un traitement pour 6 mois, parce que je les ai tous vus dans le moment où j'étais pas bien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est dans ton exemple, c'est la notion qu'on développe beaucoup là actuellement, notamment auprès des jeunes médecins, des syndromes médicalement inexpliqués. Parce qu'effectivement, chaque fois qu'on reprend, et il y a un travail de thèse qui a été fait récemment là-dessus, quand on reprend des dossiers des patients qui ont, vous savez, ces patients qui arrivent qui ont des dossiers comme ça, qui ont fait 50 spécialistes, excuse-moi, c'est un peu ce que tu as fait. Et quand on reprend l'histoire, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un moment donné où on n'a pas abordé un aspect, et on n'a pas surtout laissé parler suffisamment le patient. Et donc la démarche qu'on essaie
de développer auprès des jeunes médecins maintenant, c'est de leur dire, lorsque vous avez quelque chose qui vous interpelle, ça peut être un diagnostic efficace ou ça peut être un trouble fonctionnel, mais avant de vous précipiter sur les examens, les spécialistes, tout ça, commencez par refaire ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, et ça a commencé quand, et juste avant que ça commence, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez quelque chose, un indice? Et ça peut pas être dans un interrogatoire, ça peut être que dans un entretien semi-structuré, et pas en 5 minutes, bien sûr, mais on peut multiplier les consultations pour ça aussi. Mais par contre, la tendance est de dire, oh là là, oui, bon, alors on va voir l'interniste. On va voir l'interniste dit, oui, voilà, non, mais là c'est plutôt cardiaque, là. Non, c'est plutôt pulmonaire, là, je vous envoie chez le pneumologue. Et chacun fait son truc, et voilà. Et là, excusez-moi, mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le seul qui peut avoir une approche globale des problèmes de santé, pas s'occuper que du bras ou que du pied, comme ça, c'est le médecin généraliste, c'est le médecin traitant. Parce que lui, il a une approche globale des problèmes. Je suis d'accord que tous ne vous accordent peut-être pas le temps suffisant pour discuter et pour avoir effectivement un entretien approfondi. C'est dommage. Mais ce qui est sûr, c'est que le seul qui puisse avoir une vision globale et holistique, comme je disais tout à l'heure, des problèmes de santé d'un patient, c'est le médecin généraliste. C'était mon côté militant, il faut m'excuser. Mais... On a touché 50 €. Et pour 25 €. Moi, j'ai une dernière question. Enfin, j'ai une question. Oh, vas-y. Je réponds. Ça m'amuse. La même histoire, à l'envers un peu. Retour de vacances, au tapis, consultation médecin généraliste de l'environnement rural ici. C'est le décalage horaire, vous êtes fatigué, prenez donc ça, au revoir madame. J'étais tellement plus bas que le tapis que je suis rentrée à Bordeaux voir la personne généraliste qui me connaît, homéopathe. Homéopathe ou pas, elle a eu une qualité d'écoute, elle connaissait le patient, elle a cherché à comprendre, elle m'a envoyé en médecine trope, j'avais la dengue, quand même. Bon, voilà, donc homéopathie ou pas, c'est une question de personne, de Bien qualité sûr. du soignant. Mais la démarche, je me souviens d'avoir eu une problématique avec un médecin homéopathe de Bordeaux parce que vous savez que les internes médecine générale vont en stage chez des médecins généralistes. Et ce médecin, qui est une femme qui avait été formée au département, voulait devenir maître de stage. Sauf qu'elle avait une pratique exclusivement homéopathique. Et je lui dis, Véronique, je ne peux pas te confier un interne qu'à toi toute seule, parce que moi, mon job, c'est d'assurer que l'interne, il va avoir une vision globale de l'approche en médecine générale. Et elle me disait exactement ce que vous dites. Oui, mais moi, la qualité de l'entretien que j'ai, c'est important pour les internes, ça. Et j'ai dit, oui, Véronique, Et finalement, bon, elle a fini par accepter de ne pas être toute seule. Donc, elle a accueilli des internes avec d'autres médecins pour que l'interne ait plusieurs visions. Mais je suis d'accord avec vous, cette démarche d'entretien, les homéopathes, par la méthode même, après, je ne discuterai pas du traitement, mais voilà. Mais par la démarche diagnostique, ils ont effectivement une recherche plus fine des tenants et des aboutissants. Je suis tout à fait. Oui, tout à fait. Vous êtes sûr, c'est bon? Ouais, juste une dernière question. En Dernière question. En milieu sœur de mon frère, je vais faire un peu de mauvais esprit. Moi, je ne vais plus voir les médecins. Parce que mon médecin pratique la pensée positive, donc il remet tout entre mes mains. Donc vous le prenez, le médicament, si vous voulez. Et ça fait plusieurs fois que j'ai le choix de prendre ou pas le médicament. Vu que j'ai quand même une pathologie lourde, comme tu le sais, je suis perdue. Donc ma pensée magique, c'est advienne que pourra. Et je ne vais plus voir le médecin. Et tu prends plus les médicaments? Et je ne prends plus rien. Et ça va mieux? Non. Ça va moins bien? Mais à l'âge que j'ai, je ne mourrai pas, je risque pas de mourir jeune. Alors écoutez, si c'est pour que chacun essaie d'avoir une consultation
Je peux m'installer en bas si vous voulez. Ici parce que ça fait 2 heures maintenant qu'on parle. Et alors, puisqu'il est question de pensée magique, restons chez nous, autour de Langoiran, donc un joli petit coin de France. Et pour en revenir aux racines chrétiennes de la France, pensez à nos gourous personnels, allez donner vos oboles à la messe. Alors voilà, je crois que c'était une plaisanterie tout à fait idiote, mais très profondément pensée, parce que je pense que c'est la pensée magique, la religion, c'est la pensée magique. Je te la passe. J'avais une question à la suite de mon témoignage, j'ai pas fini. C'était un peu de la question. Donc je vais plus voir le médecin, c'était ça mon préambule. Et la question c'est, cette histoire, bon, je crois parfaitement à ta bonne volonté et ta conscience et ton travail de toute ta vie finalement sur tout ce que tu viens de nous exposer. Mais cette histoire de penser que le patient se prend en charge, est-ce que c'est pas aussi une pensée très moderne, où chacun finalement va s'approprier son corps, etc. Et ça rejoint cette pensée magique des homéopathes, tout ça. Est-ce que cette pensée positive, où on dit le médecin, tu es responsable de ta santé, ne déresponsabilise pas le médecin? C'est une question intéressante. Écoute, je vais répondre de manière un peu historique. La formation Hervé d'éducateur de santé, ça devait être dans les années 80, à peu près. Et déjà, on était dans ce modèle-là, dans les années 80, au Centre régional d'éducation pour la santé à Bordeaux, là, qui était à l'époque à la place de la Victoire. Et donc, c'est dans les années 80 qu'on a commencé cette démarche de responsabilisation, d'éducation du patient. Et si on avait dû se déresponsabiliser, je pense que là, maintenant, oui, ça je fait... crois que dans ta ligne à toi, c'est sûr, je n'ai pas de doute. Mais moi, j'ai quand même passé un certain temps dans les hôpitaux avec les médecins ces dernières années. Et j'ai l'impression que ce retour finalement, on se retourne à votre propre responsabilité. J'entends bien. C'est un risque. Souvent, j'ai l'impression que voilà, pas de risque pour le médecin. Ouais. Si c'est moi qui choisis si je prends ou pas le médicament, le médecin ne prend aucun risque. Je te remercie beaucoup de cette remarque parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je n'avais pas beaucoup réfléchi. Et là, maintenant que tu l'exposes comme ça, après le débat qu'on vient d'avoir, c'est un risque. Effectivement. Voilà, je suis d'accord. Et c'est d'autant plus un risque que, effectivement, la démarche que j'expliquais là de motivation du patient, elle demande de la part du médecin un investissement. Or, actuellement, quand même, on sent bien que les jeunes médecins, ils ont un investissement, ils se protègent davantage que nous. Ils ont probablement raison, mais ils ont une certaine distance vis-à-vis du patient. Et du coup, quand je t'entends dire, je me dis, ouais, oui, mais alors si les jeunes ils commencent à se distancier du patient, il leur dit, mais vous décidez vous-même, tranquille. Moi, je veux bien exercer. Je vais peut-être reprendre une activité maintenant, danser comme non. Mais tu as raison, c'est un vrai problème. J'avais pas bien réfléchi à ça. Mais... C'est une dérive. Oui, c'est une dérive, tout à fait. C'est voilà, je me décharge. Et quand on parle de consentement éclairé, malgré tout, l'éclairage, on peut le remettre en cause. Alors ça, je suis bien d'accord avec toi. Ça, c'est tout à fait. Il y a une responsabilité sur l'éclairage quand même. Tout à fait. C'est un consentement éclairé. Oui. Non, mais ça a été fait. Ça a été là aussi. C'est le risque. On a voulu formaliser la démarche du consentement éclairé. Ah, bon, c'est des choses qui se qu'on me donne des guides, je veux bien. Mais après, il y a effectivement une relation. Et c'est de l'ordre de l'intime. Oui, mais c'est aussi apporter des informations. Oui. Mais pas que. Oui. Parce que, justement, le problème, enfin bon, on ne va pas renchérir le débat, mais le risque du consentement éclairé, c'est comme la pédagogie dont je parlais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de mettre des couches, de donner de l'information, de donner de l'information. Si le patient, ça lui passe par... Voilà. Et actuellement, le consentement éclairé, c'est, je vais vous dire, maintenant, vous signez un papier, vous lisez le papier, vous ne comprenez rien à ce qu'il y a écrit dessus la plupart du temps. Ça n'a pas de sens, ce consentement éclairé. Alors, on se protège, c'est le même démarche. Ah ben voilà. Maintenant, moi, je suis clean, là, vous avez signé, bon... Mais non, c'est pas ça le consentement éclairé. C'est je vous explique les avantages et les inconvénients. Oui. Ça, c'est écrit, mais moi, je vais et puis vous allez me dire ce que vous comprenez.
Il y a les Américains qui ont toujours ils appellent ça le teaching bag. C'est-à-dire demander aux patients qu'est-ce que vous avez compris de ce que je vous ai dit. Oui. Et là, au moins, on est sûr que Oui, c'est important. mais sinon, je suis d'accord, ça peut être une façon de se délester. Bon, ben avant de vous demander à chacun ce que vous avez compris de ce que Bernard a dit, donc, je vais vous proposer de descendre prendre un verre en bas, remercier infiniment. Merci. Vous avez vu, pas simplement préparation dernière minute d'une conférence, c'est l'expérience de toute une vie quand même qui est là derrière, avec les questions qui s'est posées et qu'il a bien voulu venir exposer devant nous. Donc maintenant ça fait plus de 2 heures qu'on est là, donc évidemment on peut continuer en bas si vous voulez, là, les discussions, les consultations privées. Et puis merci d'être venu, et alors au prochain Café Philo, merci à Rémi, merci à l'ingénieur du son, Olivier, et merci à la Maroutine donc de cette organisation. Moi, je voulais surtout vous remercier de la contribution que vous avez eue au débat, parce que j'espère que vous l'avez senti, je suis venu avec une interrogation sincère. J'ai trouvé très enrichissant les apports que vous nous avez donnés, parce qu'effectivement, ça me permet de pousser encore plus loin ma réflexion, et je trouve ça très, très contributif. Merci. Et c'est très bien. C'est très bien que tu aies des interrogations, parce que je pense que tout le monde n'en a pas. Merci. Ça c'est un beau compliment. Merci. Surtout,